tous et bienvenue dans le Lunch Play. Ravi de vous retrouver en ce jeudi 5 mai, il est 12h30 et nous sommes en direct. Juste après cette rediffusion incroyable du récap, buvez de la cristalline évidemment, notre nouveau non-sponsor. Pourquoi il y a une bouteille de cristalline devant moi là? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Suri. Merci, voilà. Décalez-moi ces trucs-là, qu'est-ce que c'est que ça faire? Bonjour Lox, comment ça va? Ça va très bien, très bien après cette incroyable demi-finale à laquelle on a eu droit, on en parlait juste avant, les European Masters, pardon que dis-je, la LFL, voilà. La C'était LFL. Un plaisir. En fait, La European LFL. on est d'accord qu'à League of Legends, ils créent des tournois européens pour refaire le tournoi français, quoi. Faut croire. C'est vraiment beaucoup d'intérêt. Est-ce qu'on est beaucoup trop fort? Faut croire. Est-ce qu'il y a un seul joueur français dans les teams françaises? Oui. Bien sûr. Il y en a un, ça suffit. Ouais. Super. La Ligue française, on y croit à mort. Avec nous aujourd'hui, Suri. Comment ça va, Suri? Eh bah écoute, ça va super, toujours la grande forme. On m'a dit hier, ça te dirait une petite chronique là sur Wolfenstein 3D. Je dis bon allez, let's go. 30 Ça va ans parler pour des FPS. Wolfenstein 3D. 30 ans. Ouais, 30 ans. Attends, Ce jeu est sorti, je n'étais pas né. Punaise. Et pourtant, son impact dans le monde du jeu vidéo est gigantesque. C'est ça. Tu vas nous en parler, bien entendu. K.O. est avec nous aujourd'hui. Bonjour, K.O. dis bonjour. Ouais, non mais je m'étire en même temps. Là c'est le petit déjeuner, le dîner, le repas, le déjeuner, bref, Le et je brunch. m'étire. Ouais, et là il y a tout. Là, Le brunch play. Voilà, c'est ça. Mais je suis contente d'être là, ça fait du bien. Petite chronique sur les jeux vidéo en noir et blanc. Ça change un petit peu, ça fait du bien. Et pourtant, tu t'es habillé en gris. Mais pour faire le mix. Hein, c'est vrai? Bah oui, c'est intelligent. Bah ouais. Ah ouais, bah oui. Bah ouais. Bah oui. Bien. Trop forte. C'est qu'une couleur de cheveux, t'inquiète, ouais. Oh, c'est C'était pas vrai. c'est plus bah oui, c'est plus blond, jaune la couleur. Ouais, de là cheveux. c'est moche. Mais ouais. Comment ça, Non, c'est c'est moche? pas moche. Bah, Non, mais- moche. It's ok, tout va bien. Hein. Non mais Ah, moche. mais non, ça ne va pas. Qu'est-ce Je que peux la pas- je beauté peux pas- je peux Non pas mais dire ça. vous avez 4 heures. Vous avez Vous avez 4 heures. Il en restera que 2. Je vous pose une autre question. Si vous avez le choix de regarder uniquement un seul de ces programmes, les demi-finales de la Champions League de football ou les demi-finales des EU Masters de League of Legends, que choisiriez-vous Qu'avez-vous choisi? Qu'avez-vous choisi exactement? Certains n'ont peut-être pas fait le choix car un petit ordinateur posé sous la télé et on suit les deux. Puis globalement, et le foot et League of Legends, il n'y a pas besoin d'une attention incroyable pour suivre tout ça. C'est ça qui est vraiment formidable. Mais si vous ne pouvez en regarder qu'un, quel sacrifice êtes-vous prêt à faire? C'est juste fou. On voit aucun des deux. Ah, certains sont durs hein, quand même. Il y en a Dans qui sont cette sur Top conseille. Chef. Il y a d'à côté les gens, ils vont Encore dire, une ouais, fois. mais il y a Karim Benzema, quoi. On regarde pas le foot, on regarde Karim, nous. C'est Karim. Donc je comprends. Regardez entre eux, alors la LFL c'est les EU Masters, mais sondage chat, hein, entre eux, justement les EU Masters, donc qui est la fausse LFL bien entendu. Ah bah, hein. clairement. Ici la blague est faite et la finale du fut. Qu'est-ce que vous mettez? Vous mettez le fut ou vous mettez la LFL? C'est partagé quand même. Mais le fut reste quand même légèrement majoritaire Je vois beaucoup aujourd'hui. de Karim quand même. Hein. Karim Ah bah Attends, il oui, était incroyable hier. C'est vrai Il a mis un penalty, il a fait une passe décisive et après j'ai pas vu la fin du match. Ah ouais. incroyable. Elle a été Bon, bah, c'est incroyable quand Mais même. qui avait le retenu. Tellement incroyable qu'on a même pas besoin de le alors, regarder. attention, il y a des vrais gens, parce que je vois quand même passer, et ça, merci, parce qu'on en a parlé également juste avant de commencer l'émission, c'est Cagnotte qui dit bah, Top Chef à fond. Mais oui. Top Bah, Chef. ouais, mercredi soir, c'est Top Chef. J'ai pas regardé, hein, dites rien. Hier, Ça va être, c'est la première rediff. semaine. J'ai pas regardé. Moi non J'ai plus, pas bah, regardé, rediff aussi pour le Yes. coup. Je suis en mode rediff salto, moi. Merci de ne pas nous spoiler. Ah si, j'ai vu la fin. hein. Oh J'ai vu la fin. Oh J'ai Mais pas vu pourquoi le début, tu- mais la fin. Mais pourquoi tu fais des Pourquoi choses tu fais comme ça ça? Mais parce que je bossais et après je suis rentrée tranquillement, j'ai allumé la télé, il y avait encore Top Et Chef. soit tu regardes Bah pas, soit tu ouais. regardes. Parce que tu vois pas les premières assiettes sorties et tout, les C'est pas preuves et grave. tout. Arrête. Donc toi, t'es Ouais. spoil, mais t'as rien vu de l'épisode. Mais je regarderai quand même. Ah ouais. Tu sais, j'ai une mémoire courte. Hein. C'est formidable. Cyberstorm nous dit qu'hier, lui, il a regardé Doctor Strange, mais c'est quand même le fut hein, qui gagne. Qui gagne à 53%. Ça fait plaisir. Hein. Préparez évidemment vos opinions ici dans le lunch avec le menu du jour. Au menu aujourd'hui du Lunch Play. Nous allons revenir sur la revue de presse avec un futur MMORPG mandalorien. Qu'est-ce que c'est que cette histoire encore? Eh bien, sachez que c'est des rumeurs plus que probables. On essaiera de décrypter un peu tout ça avec vous. Puis la pénurie de composants continue. Intel a tenu des propos
terrible hier et avant-hier, annonçant que 2023 n'était pas une option viable pour la fin de la pénurie, qu'il fallait plutôt compter sur 2024, quels que soient les fournisseurs de composants électroniques. Il englobe bien entendu là-dedans les consoles de nouvelle génération et les consoles non de nouvelle génération. On essaiera de vous faire un point sur tout ça et on regardera si vous avez réussi à passer à la next-gen. Puis enfin, Sony serait le premier en liste pour racheter Square Enix. C'est ce que supposent les journalistes et analystes du monde à l'heure actuelle pour des raisons assez évidentes. Est-ce que Sony peut être une bonne chose pour Square Enix ? On essaiera de se plonger un tout petit peu dans les chiffres entre les partenariats PlayStation, Square Enix récents et les non-partenariats. Qu'est-ce qui vend le mieux ? Qu'est-ce qui marche le mieux ? Y a-t-il un intérêt pour ces deux plateformes ? Y a-t-il un intérêt pour vous ? On en discutera évidemment aujourd'hui. Puis enfin, KO Chronique, tu nous parlais des jeux en noir et blanc. Exactement. De la sortie Trek to Yomi. C'est ça, il y a Trek to Yomi qui sort, donc on va revenir un petit peu sur les différents jeux en noir et blanc qui ont pu marquer les 10 dernières années, aussi bien côté DA forcément, sinon également côté narratif, et du coup ça fera une petite sélection à faire tout simplement chez vous. J'ai hâte de voir si tu vas considérer genre un mode Hollow Knight, c'est noir et blanc ou c'est pas noir et blanc ? Alors justement, il y a un truc comme ça, on va revenir. Ouais. Non mais c'est comme Ghost of Tsushima, on peut mettre en mode noir et blanc, du coup oui ça marche. Ça va être intéressant, j'ai hâte d'écouter ça. Puis enfin, en bref, le reste de l'actu Lox aujourd'hui, Oui. petit programme. Pas mal de choses. On va commencer par écouter la plus grande Xbox Series S. On reviendra aussi sur quelque chose d'assez impressionnant puisque oui, Zelda Ocarina of Time est en train d'exister en 4K sur Unreal Engine 5. On reviendra aussi sur une mauvaise nouvelle, un report pour la Nintendo Switch d'un titre censé sortir dans moins de 10 jours d'ailleurs, j'allais dire une dizaine de jours mais moins que ça. Dommage. On reviendra sur l'incroyable histoire de la bataille de Régis Fils-Aimé pour que Wii Sport soit disponible sur nos Wii à l'époque et je vous jure que l'anecdote est hyper croustillante. Des petites nouvelles de Crazy Cat mais aussi d'une série diffusée sur le site France Télévisions pour nous faire découvrir les métiers du jeu vidéo. On reviendra aussi sur One Piece qui est actuellement en train de s'inviter dans nos transports et on terminera en beauté comme toujours avec le petit Happy Birthday Game. Let's go. Vous savez, aujourd'hui, on vous a un peu spoilé. Il s'agira bien entendu de Wolfenstein. Tu vas nous en parler et surtout, tu vas nous parler un peu de l'évolution des FPS à travers les âges, Suri. C'est ça, Wolfenstein 3D, il a été central dans toute l'évolution des FPS, mais il y a eu de petites choses avant et il y a eu aussi des développements par la suite qui ont été influencés par ce jeu, donc il y aura pas mal de choses à dire. Tu dirais que le FPS évolue encore aujourd'hui ou pas ? Il évolue encore. C'est une question de dissertation, ça. C'est une question de dissertation. Là, si j'avais 4 heures, une copie double, je pourrais faire ça avec un petit brouillon. Le FPS a-t-il atteint son prime, quelque part ? Peut-il encore évoluer ? Vous avez 4 heures. Ah oui, là on pourrait faire ça au bac, tu vois. Une petite épreuve comme ça. Thèse, Moi j'aurais pas antithèse, de nom, franchement. pour ce sujet. Tellement chaude. Tu vois, la philosophie, ça devrait être des sujets comme ça. Au moins tu bois thèse et pendant 4 heures. l'antithèse. Je l'ai voilà. déjà dans la tête là. Ouais. Je peux la faire pendant l'émission. Il y a plein de genres de jeux comme ça, je trouve, il n'y a plus beaucoup de grandes évolutions. Alors, moi qui m'intéresse aux jeux de combat, je me dis, les jeux de combat, il y en a des nouveaux qui sortent, mais en termes d'évolution, vraiment, c'est le jeu qui a mis un coup de, comment on appelle ça, un coup de pied dans la fourmilière des jeux de combat. Étincelle dans la poudrière. On n'a plus depuis assez longtemps, je trouve, quand même. Étincelle dans la fourmilière, ça marche aussi. Non, c'est coup de pied dans la fourmilière ou étincelle dans la poudrière. Étincelle dans la poudrière. Oh, mais ça, c'est ceux qui veulent voir le monde brûler. Moi, je ne veux pas voir le monde brûler. Je veux juste écraser des microbes avec mon pied droit. Ça suffira, bien entendu. Moi, je rappelle juste que je voulais voir brûler parce que je trouvais qu'il faisait un peu froid dans le cœur des gens, c'est tout. Oh, merveilleux, ne Voilà, t'en fais quoi. pas. On se réchauffe. Allez, sortons de la dépression tous ensemble. Tout et à fait. Arrêtons d'être tristes. Arrêtez. On se réchauffera notre cœur à Disneyland la semaine prochaine, mercredi prochain. Hein. Ça fera plaisir. Revue de presse, on commence. C'est parti, c'est le jingle. Ah Ouais, ça y le va, hein. jingle est vraiment très on veut nous réveiller là. Si jamais t'étais pas dans l'ambiance avant. Ah, c'est ça, là c'est dedans là.
c'est motivé et motivant. Hein. News tombée hier à 15h, incroyable mais vrai. Zenimax Online serait présupposé pour travailler actuellement sur un MMORPG, The Mandalorian. Voilà, développé évidemment par ceux qui font The Elder Scrolls Online, hein, vous savez, ces fameux Zenimax Online, et évidemment édité et sous la hullette de Microsoft Game Studio, ce qui signifierait une exclusivité d'ailleurs pour ce MMORPG sur les machines Xbox et évidemment sur le PC. On doit évidemment cette rumeur à Skulls TV, un youtubeur spécialiste des enquêtes au sein du monde du jeu vidéo. Et il est vrai qu'après avoir analysé un tout petit peu ce que Bethesda allait faire, notamment avec l'arrivée de Starfield en fin d'année et le futur travail sur le prochain projet The Elder Scrolls, donc le projet du RPG massif, on se demandait si Zenimax Online n'allait pas passer aussi à autre chose après la dernière mise à jour justement de The Elder Scrolls Online. L'idée de voir arriver un jeu The Mandalorian, pourquoi The Mandalorian, pourquoi pas un jeu Star Wars, quelle est l'idée derrière, est un peu surprenante mais bien trop précise finalement pour en être qu'à l'état de rumeur. On posait un peu la question, toi Laura, quand tu as vu arriver cette news-là, qu'est-ce que tu en as pensé déjà de l'idée de faire une licence Star Wars exclusive sur les consoles Xbox et un MMORPG dessus? Il y a déjà le MMO Star Wars, donc je me dis effectivement de repartir sur la même proposition, ça me paraît pas smart. Ensuite, quand on peut voir un petit peu l'engouement qu'il y a eu derrière la série de Mandalorian, on peut comprendre. Après, c'est vrai que quand tu te positionnes sur ce type de proposition, la complexité, on le sait, on le voit avec tous les MMO qui sortent au fur et à mesure, c'est très compliqué. Assumer ce lancement, maintenir le serveur, la durée de vie, la pérennité du jeu, c'est vraiment un vrai casse-tête. Donc c'est là où c'est intéressant parce que j'ai envie de dire, pour le coup, on reproche très souvent de ne plus voir de grosses prises de risque dans le milieu, beaucoup de remakes, beaucoup de remasters. Certes, ok, on en mange beaucoup. Pour toi, ça serait prise de risque? Alors, pour moi, oui, voilà. Pour moi, il y a une prise de risque. Alors, amoindrie par le fait qu'effectivement, il y a quand même une série qui est arrivée avant, une série qui a plu. Baby Yoda, on sait comme il peut être bankable, donc évidemment, tu t'imagines bien que ça peut être un argument de jeu pour certaines personnes. Donc pour moi, il y a semi-prise de risque on part sur l'un des types de jeux qui est quand même le plus difficile et à mettre en place et à lancer et à produire. Mais derrière, on est quand même sur une licence, c'est quelque chose où on sait qu'il y a quand même un public qui va y répondre. Si tu as dû show me the way à faire la rigo dans ton jeu, si c'est bourré de références comme ça, tu as un fan service. This is the way. Je dis quoi encore, moi? Show me the way. Show me the way. Bien, hein. Bah, tu sais, ça vient d'un autre truc. Oui, mais je sais plus. Tu demandes à un Mandalorien Show me the way, il te dit This is the way. Oui. Voilà. T'as la réponse. Hein. Il a toujours la même réponse à cette question. Exactement. Bon, en tout cas, voilà. Je me dis qu'il y a le côté fan service qui est au rendez-vous, même si on part sur quelque chose qui n'est pas la proposition la plus simple. MMORPG, est-ce que tu as joué à TSO KO Pas ou du tout. Non, TSO, Pas ça, du tout, je ne MMO, t'es connais passé pas à du tout. côté. L'univers de Mandalorian te parle-t-il? Un petit peu, pour le coup, j'ai pas trop bien regardé la première saison, mais plutôt la deuxième que j'ai beaucoup aimée. Et je m'intéresse de plus en plus à l'univers Star Wars, un peu plus, surtout aux univers étendus, tout ce qui est un peu plus spin-off, un peu histoire, etc. Et c'est vrai qu'il y a à faire, mais c'est vrai que c'est une prise de risque aussi, parce que ça reste très ciblé. Et surtout, comme l'a expliqué Locke, c'est un MMO, il faut que ce soit périn, il faut que ramener des personnes, mais les faire tenir. Ouais. Et les faire tenir dans un univers comme ça, alors, bon, il y aura effectivement du contenu de groupe, etc. Mais voilà, on va encore entrer dans un univers qu'on ne connaît pas et voir si ça va tenir la route. Pourquoi prendre le Mandalorian plutôt que de prendre un MMO dans l'univers de Star Wars de manière générale? Tu penses qu'ils veulent un côté plus terre-à-terre? C'est vrai que Mandalorian est plus terre-à-terre, moins combats spatiaux, En fait, c'est ça. moins On balade en a dans déjà l'espace, vu. tu vois. On en a déjà vu. Il y a beaucoup de jeux. En plus, tu l'as dit, il y a Starfield qui sort. On a déjà The Old Republic également qui existe déjà depuis plus de 10 ans. Arriver sur un MMO qui est plus au sol, c'est pas plus mal finalement, parce qu'il y a moins de détails, il y a moins de développement, et ils pourront se concentrer sur des choses un peu plus spécifiques qui seront finies. Et pas un peu dans tous les autres. Des missions avec des raids. C'est ça, ce sera très comme on le voit dans la série, dans la finalité. C'est ça. On va aller taper. Il y aura
des primes, il y aura des monstres à aller abattre, des zones à conquérir. On Ok, tu l'a vois vu, quelque chose plus en mode chasseur de primes, quoi, Ouais. quelque Un petit part. peu, ouais. Petit pour le coup. PNJ qui t'arrête, s'il vous plaît. Ouais, non, c'est ça. Alors, Non, mais voilà, il faut reconquérir la base qui est prise par l'ennemi, il faut récupérer des trucs à l'intérieur, c'est classique et c'est très bien, ça pourrait marcher, ouais. on sait que The Mandalorian, c'est un peu le western Star Wars, hein, quelque part. L'idée d'avoir un jeu MMORPG dans la veine de Red Dead Online dans l'univers de Star Wars, ça te dirait, toi Je vois KO C8. Ah oui, ça pourrait Et être toi, pas mal. Ron Suri? Bah écoute, The Mandalorian, moi j'avais beaucoup accroché les 2 saisons et j'ai hâte de voir la 3e qui normalement devrait pas tarder à arriver. J'avoue que je suis un peu surpris du concept, du genre qui est choisi, du MMO pour The Mandalorian en particulier. Ouais, carrément. Même si on le voit dans la série que le lore des Mandaloriens est assez étendu, mais de là à en faire un MMO, je sais pas vraiment comment ça peut fonctionner. Alors effectivement en mode chasseur de primes, mais aussi d'avoir peut-être cet écho avec le remake de KOTOR qui arrive dans pas si longtemps non plus, qui est en développement. Ouais. Donc quel écho on pourra avoir entre les deux et surtout quel traitement on va faire de l'univers Star Wars. Est-ce qu'on va faire appel à des événements qui sont présents dans les sagas ou dans la trame principale ou est-ce qu'on va vraiment se concentrer sur le côté Bounty Hunter et est-ce que ça va suffire pour attirer complètement les gens? Ouais, et les gens disent qu'entre le 6 et entre l'épisode 6 et l'épisode 7, il y a de quoi caler tout ce que tu veux. Tu as beaucoup de liberté justement d'écriture. Ma question, c'est, dans un MMO, on est d'accord qu'à la base, tu choisis un perso et il y a quand même des classes qui sont très différentes de persos. Dans l'univers de The Mandalorian, sincèrement, tu joues quoi à part un Mandalorien en fait C'est quoi les autres propositions de personnages que tu vas incarner? Fonctionnaire. Fonctionnaire, c'est pas mal. Fonctionnaire simulator. Voilà. Il y en a qui kiffent faire les métiers laborieux dans les MMO. Hein. Ouais, non, c'est vrai que, Comment elle s'appelle? Elle s'appelait déjà la madame qui l'accompagnait sur certaines missions. Ah ouais. oublié son c'est l'ancienne. prénom aussi. Parce qu'après, il y aura peut-être des sous-classes en fait. Oui, après. Mais Oui, il y aura comme ça. peut-être justement des sous-classes des Mandaloriens. Et en fait, il faut juste que loristiquement parlant, toutes ces classes matchent. Bah, en vrai, En fait, on s'écarte pas en fait de l'univers. l'équilibrage, Ouais. il est assez difficile. De toute façon, j'ai vu un commentaire On est très justement, limité, Patrick, hein. qui disait comment on fait. Tu vas avoir des Jedi en termes de combat. Voilà, regardez. C'est Ouais, parce que c'est j'avoue. triste à dire, mais si tu fais un MMO avec des Jedi, c'est dur de faire un PVP où d'autres Jedi C'est clair. s'affrontent en fait. C'est clair. Bah ouais, Mm. typiquement, C'est clair. c'est l'équilibrage est Là, compliqué. l'idée, c'est de pas avoir de Jedi justement dans Oui, ce MMORPG. faut forcément, Ouais. il faut forcément des sites. Bah ouais, mais du coup, qui voudra aller, incarner ces sites? Parce qu'hier, on a fait le côté Il y a bien le des bien joueurs du. dehors. Non, mais Du sinon, monde tu virtuel. tu Mais- fais le PVP entre les Mandaloriens avec leur casque et sans leur casque. Ouh là là. Ouh là là. Et c'est bon. Attention. Les déserteurs Voilà, Mandalorians et Mais non. Dans cette idée-là, tu peux avoir des différences sur les armures, les Oui, bien clones sûr. et les Stormtroopers. Ouais. Forcément, il y a Ouais. tout un lore qui n'a pas été étudié dans les films de comment on est passé aux clones, des clones jusqu'aux Stormtroopers. Jusqu'aux C'est vrai que En c'était vrai, assez il peut y flou. avoir. Hein, Après, sur cette le histoire, chat a beaucoup d'idées. Hein. Tu peux jouer à la fois un chasseur de primes, à la fois un contrebandier. Tu Ah, les peux contrebandiers. faire jouer des pas les fonctionnaires. mafieux, bien entendu. Tu pourrais jouer différents types de classes, des pirates, hein, par exemple, aussi dans l'univers de Mandalorian. Ça peut fonctionner. En vrai, t'es pas forcément obligé de jouer un Mandalorian, mais l'idée, regardez comment est-ce que finalement Red Dead Redemption arrive à faire un peu sa sauce. Hein. Tu peux jouer un peu qui tu veux, incarner un peu quel type de Puis voilà, il y personnage aura tu veux tout dans un le jeu. système d'honneur aussi qui va être mis en place et ce sera peut-être il y aura peut-être des récompenses d'armure, des récompenses d'armes, etc. qui vont en fait diriger le joueur vers ce qu'il veut être et ce sera bien différent des autres Mandaloriens quoi. Alors on va vous demander si vous avez déjà joué à The Elder Scrolls Online, puisque c'est aussi une question qu'on peut se poser. Est-ce que ça vous est arrivé? Est-ce que vous y jouez encore? Ou est-ce que vous avez abandonné l'idée? On sait que The Elder Scrolls Online existe depuis très longtemps. Il a sa base de joueurs quand même installée, mais peut-être l'idée et l'envie de faire autre chose est grand. Centrer une licence Star Wars comme ça uniquement sur des consoles Xbox et PC. À votre avis, c'est une bonne chose, un bon pari de la part de Disneyland, ou c'est quelque chose d'assez indépendant? Vous voulez la licence, on vous la prête, et vous faites-en ce que vous voulez, Lox. J'aurais tendance à dire que sur un MMO, il vaut mieux qu'il soit accessible au plus grand nombre de bases. Le pire, c'est vraiment touche large. Donc, t'es quand même sur des grosses licences. Donc, ouais, à partir du moment où c'est sur PC, j'ai envie de te dire, that's okay. C'est déjà très bien. Oui, c'est bien sûr, Ouais, évidemment. ouais. C'est amplement suffisant. D'accord. Déjà, je pense que le côté primordial, c'est ça. Après, si tu veux en plus qu'il soit accessible sur les consoles,
En fait, sois-le sur les consoles, tu vois. Il faudrait que ce soit autant PlayStation peut-être que Xbox. parce que le truc aussi, c'est quand un MMO arrive également, enfin, il est aussi disponible sur console, on le voit avec Red Dead, il y a toute cette dimension aussi sociable qui est complètement différente en fait. Il y a moins de proximité avec les autres joueurs, on est plus un peu dans le conflit et très solo. Donc c'est vrai que ça collerait à Mandalorian de faire quelque chose quand même de relativement solo, donc à voir, mais c'est un peu dommage quand même sur la dimension MMO. Ouais, j'avoue, tu trouves ça dommage toi aussi peut-être de limiter un peu les supports sur i ou Oui, surtout pour une licence comme Star Wars qui se veut très très grand public, très ouverte et qui maintenant en là, plus les derniers ouvre jeux les sont vannes. pas limités au support, non? Lego est sorti partout, Fallen Order partout. Ouais, tu vois, c'est une licence qui est tellement présente partout dans la conscience collective que limiter ça à des exclus, je pense pas que ce soit forcément ce soit même préjudiciable pour la licence. Bon, après, vu le nombre d'ouvertures qu'il y a maintenant et de projets qu'il y a, je pense que tu as de quoi aller chercher un Star Wars un peu. On peut pas jouer à comme WoW sur console, on est d'accord. Non. Et aujourd'hui, Elder Scrolls Online est toujours accessible partout, même sur PlayStation, on est d'accord. Il n'y a pas d'exclusivité The Elder Scrolls aux machines Xbox. Non, on a évidemment le jeu dans le Game Pass. Ce qui est cool, mais voilà, normalement tout est disponible partout. Donc 57% du chat n'a jamais testé The Elder Scrolls Online. Il y en a 33% qui ont joué mais lâché. Et il reste encore 10% des votants qui ont déjà joué. Donc et qui jouent encore. Voilà, le jeu on s'accroche un peu, mais on sent qu'on est un peu sur la fin quand même de l'envie de jouer à The Elder Scrolls Online, pouvoir se renouveler. Pour être une bonne chose. À suivre en tout cas, si ces rumeurs-là arrivent, vraiment là on est au mois de mai, le mois de juin, vous le savez, début juin, ça sera les grosses annonces Bethesda, Xbox qui lanceront le Summer Game Fest. 12. Le 12 exactement. Bang. Il y a peut-être à parier qu'en plus de voir Starfield, nous montrer des trailers de futurs projets, notamment de ZeniMax Online, pourrait être réel. Il y a souvent pas de fumée sans feu, vous le savez. On verra évidemment. C'est l'émission des expressions. Attends, qu'est-ce qu'on brûle de trucs là, un pétard mouillé, toutes ces blagues. C'est formidable. On enchaîne avec l'autre mauvaise nouvelle. Allez, c'est reparti. On va vous remplir le cerveau. Allez, on vous remplit le cerveau. Pénurie de composants. Les propos alarmant de Intel qui s'est exprimé hier en parlant un tout petit peu de leur évolution. Alors vous savez qu'Intel ne fabrique pas les composants des consoles de jeux actuelles, puisque que ce soit la Switch, c'est Nvidia qui s'en sert, et que ce soit les consoles de nouvelle génération, c'est AMD qui s'occupe de ces types de production. Mais toutes les boîtes ont exactement le même problème. La plupart des composants nécessaires et de la fabrication se fait en Chine. Et les semi-conducteurs sont aussi fournis là-bas, et ils sont fournis avec énormément de difficultés. Encore une fois, le président d'Intel appuie sur le fait que, alors que l'on prévoyait un retour à la normale d'ici 2023, il ne faut pas espérer une fin des pénuries et il précise, il ne faut pas espérer l'ordinateur pas cher avant 2024. Au minimum, chaque année, nous repoussons d'une année l'échéance. Les consoles nouvelle génération sont toujours très difficiles à trouver. Et encore une fois, la victime des scalpers, même si c'est bien moins qu'avant. C'est un constat difficile quand même qui est fait, relayé évidemment par CBS News qui annonce que pour le marché des fabricants américains, c'est une perte annuelle de 240 milliards de dollars. C'est quand même juste oufissime, l'argent en tout cas qu'il perd. Alors c'est pas moi qui vais pleurer tout l'argent qui se met pas dans les poches, mais ce que je veux dire, c'est que ça, j'ai trop de peine franchement. Les pauvres multimilliardaires. T'as vu ça, vraiment. Voilà. Mais derrière, il y a aussi. Il faut rendre les riches plus riches, voyons Ken. Il y a aussi des petites personnes qui travaillent et c'est une industrie qui emploie énormément de personnes et qui malheureusement souffrent aussi de ces pénuries de manière générale. Quand vous entendez pénurie jusqu'en 2024, ça te paraît plausible et ça te déprime pas un peu ça, Lops ?
Moi, ce qui me déprime, c'est l'une des raisons qui nous amène à reconduire à encore plus loin ces problèmes-là. Ils sont confinés actuellement aussi en Chine et on avait pu voir déjà ça n'aide pas. lors du premier confinement, Oui. lorsque une fermeture de plus d'un mois d'une usine fait des terribles reports. On le rappelle, ces composantes-là, elles ne sont pas justement destinées uniquement à l'industrie du jeu vidéo. En fait, c'est des composantes qu'on retrouve à la fois dans des frigos, dans des téléphones, comme dans les voitures. C'est ça. Donc effectivement, le jeu vidéo n'est pas peut-être aussi la priorité dans ces entreprises. Donc on essaye aussi de se diviser, de parsemer les composantes à renvoyer un peu à droite, à gauche. Et là, effectivement, quand on connaît un petit peu la triste actualité des habitants justement chinois, effectivement, ça déprime. T'as envie de craquer parce que t'as envie de dire, en fait, on y retourne, là, on repart sur une boucle. Et puis, regarde, là, ça fait donc un peu plus d'un mois qu'ils sont fermés. Donc là, ça reconduit jusqu'à du 2024. Et en fait, c'est que le début. Donc, en fait, à tout moment, c'est du 2045 aussi. On peut pousser loin comme ça. Donc, effectivement, c'est assez compliqué. Et en même temps, on le comprend et on est là, on peut rien foutre. Quoi. Exactement. On peut rien y faire. On peut rien y faire. Vous savez que même les outils non nouvelle génération ont revu toutes leurs ambitions à la baisse. Nintendo a baissé de quasiment 20% leurs ambitions de vente parce que ils signalent qu'ils ne pourront pas produire assez de machines de toute façon pour répondre à la demande. Parce qu'on va vers une pénurie 6 ans plus tard après sa sortie de Switch, ce qui est quand même assez hallucinant. On va vous lancer un petit sondage dans le chat pour savoir si vous, les initiés, vous avez réussi à vous équiper en matériel de nouvelle génération. Alors que ce soit une carte graphique RTX, une PS5 ou une Xbox Series, en possédez-vous une? Toujours pas peut-être, ou est-ce que vous ne cherchez absolument pas à en avoir et vous êtes très bien juste avec votre téléphone? Ça vous suffira. Toi, as-tu réussi à t'équiper KO en matériel next-gen, que ce soit PC, carte graphique ou console de jeu, ou est-ce que tu es encore bloqué en 2020? La magie de l'influence. Incroyable. Je ne suis pas une personne normale, vous savez. Non, non mais c'est vrai, grâce à ça, j'ai pu justement avoir une Xbox Series S, mais justement, je ne m'attendais pas à en prendre une avant quand même un an et demi. C'était pas ma priorité et heureusement, du coup, j'en ai une, donc on va en profiter. Mais de toute façon, il faut s'attendre à ce qu'on n'ait pas des composants avant très longtemps. Là, on voit Intel a investi pour créer des industries aux États-Unis. Le temps que ça se mette en marche et qu'ils créent des nouveaux composants, on en a encore pour un petit moment, je dirais au minimum 4-5 ans. Je crois qu'il va falloir ramer encore un petit peu sur le PC et revoir un peu à la baisse aussi certains jeux, parce que le temps de s'équiper correctement, ça va être un peu difficile. Ouais, toi tu penses que ça va devenir très très compliqué. Là, on le voit déjà avec forcément les. Après, même s'il y a eu une baisse au niveau des cartes graphiques, au niveau du prix, c'est pas évident pour chacun en fait de s'équiper. Je le vois parfois dans ma communauté, ils en parlent un petit peu. Ah, j'ai pas les composants pour améliorer mon PC, ça coûte cher. Il va falloir encore attendre. Ouais. En effet, on a un petit comparatif là, si tu peux nous montrer. Une RTX 3070 aujourd'hui est cotée aux alentours de 800 €. Ouais, c'est 800, si je dis pas le bêtise. 850 €. Elle a baissé là dernièrement. Donc on voit c'est les bien. courbes, mais on peut les regarder sur un an. On a plutôt des tendances à la baisse au niveau des prix. Alors c'est évidemment plus cher que ce qui est censé être vendu une 3070. Elle a connu des moments où elle était moins chère, mais on n'est largement pas au prix de 2021 où il fallait compter 1600 € pour avoir une 3070, ce qui est quand même un peu plus raisonnable, même si encore très très cher. Toi, tu as réussi à upgrader ton matériel, Suri, cette pénurie, est-ce que tu la vis finalement au quotidien? Non, je suis passé entre les mailles du filet parce que j'ai renouvelé, je crois, mon ordi, c'était en 2019. J'étais enfin passé sur une tour plutôt qu'un PC portable. J'avais fait beaucoup de ça parce que j'allais un peu à droite à gauche. Là, j'ai pu me poser avec une tour, avec un setup correct. J'ai pas les dernières cartes graphiques, mais j'ai quand même une 2080 Super, donc c'est largement suffisant. Je suis tranquille pour quelques années. Après, je me dis aussi, parce que je suis en train de réfléchir pour essayer d'acquérir une Series X. Ça me ferait bien plaisir d'avoir ça dans mon salon. Ouais. Mais je me dis, là, on est techniquement encore en pénurie, tu vois. Oui. Là, on est techniquement en pénurie, mais on a Xbox qui dit, on commence à faire des ventes records, on a quand même des tarifs abordables en termes de cartes graphiques. Est-ce que cette pénurie, elle va être aussi forte que 2021 jusqu'en 2024, ou alors est-ce que c'est une pénurie qui sera un petit peu latente comme ça, mais qui permettra quand même d'avoir des stocks? Pour l'instant, du côté Xbox, c'est plutôt latent. Ils ont l'air d'en avoir un petit peu en ce moment, et justement, le prix est méga raisonnable en plus. Ils sont pas scale encore à la pénurie, donc c'est ok.
Selon le site VG Charts, au niveau des ventes de machines de consoles de jeux du coup sur l'ensemble du mois dernier, nous sommes à 271 000 Switch vendus dans le monde. Nous sommes à 173 000 PlayStation 5 et 151 000 Xbox Series. Donc on est très proche au niveau des ventes de Series et des ventes de PS5. Et si on retire le marché japonais où la Xbox a beaucoup de mal à s'imposer, c'est la Xbox Series qui se vend mieux sur l'ensemble du territoire parce que tout simplement tout est vendu de base. Mais ça ne fait quand même que 20 millions de PS5 sur le marché et 15 millions de Xbox Series sur le marché. 20 millions de PS5 sur le marché en 2 ans plus. Plus de 2 ans, ouais. Plus de 2 ans. C'est, alors, évidemment, super, hein, mais tu te dis, c'est quand même problématique quand tu veux vendre des jeux exclusifs PS5. Ton parc installé, c'est 20 millions de machines. Tu sais forcément que les ventes de ton jeu vont en pâtir. Complètement. Et c'est vrai que là, c'est pas des petits chiffres, on peut pas parler d'échecs, mais on peut pas s'empêcher de s'imaginer qu'est-ce que ça aurait été si on avait été dans un monde sans pénurie, sans pendaison, pandémie, pardon. Sans pendaison. Sans pendaison. On ne vit pas encore dans un monde pendaison, c'est vrai, Lox, mais aime bien le sujet. C'est peut-être un lapsus de ce que j'ai envie de. Voilà. J'en ai marre. T'as envie de voir disparaître, Non, mais bien attends. sûr. Non, mais en plus, moi, je voulais dire ça en pandémie. J'ai failli tuer KO d'ailleurs. J'ai craché par le Ouais, je t'ai vu. Je suis désolée, KO. Je suis sûre que tu m'as regardé droit dans les yeux quand t'as dit ça. C'est vrai. Elle Pendaison. Mon mot. est super J'ai fait intimidante. Hein. pendaison. Pendaison. Non, je voulais vraiment parler d'une pandémie, excusez-moi. Mais vraiment, on peut pas s'empêcher de s'imaginer justement qu'est-ce qu'aurait été cette génération si on n'était pas passé par cette étape-là. Et c'est vraiment chiant parce que tu te dis, bah oui, t'as un parc qui est, j'ai envie de dire, relativement minime. Parce que quand tu vois la demande qu'il y a derrière, voilà, tout le monde dit combien ça a pu être compliqué de mettre la main sur une, sur une PlayStation. Ou une console de nouvelle génération de base. ouais. Hein. Non, mais en plus, surtout que là, on est déjà quasiment, on a 2 ans, 3 ans déjà après le début, la sortie de la next gen. Ouais. On a encore une pénurie qui arrive pendant quelques années. On va avoir une nouvelle console qui va arriver plus tard. Enfin, les ventes vont être vraiment catastrophiques. Quoi. Ouais, pour toi, c'est. Alors on rappelle, eu égard des consoles de jeux générales, la PlayStation 5 et la Xbox Series se vendent plutôt bien, mais en vrai, leur développement est quand même freiné par rapport à la demande de ces machines. Pour toi, cette pénurie, elle va, à ton avis, impacter aussi le développement des jeux vidéo de manière générale. On va freiner un peu le passage à la next-gen à cause de cette pénurie. Je sais pas, je suis pas tout à fait sûr parce qu'on a encore pas mal de jeux qui sont développés et qui sont vendus sur des configurations assez accessibles pour pas mal de jeux. Après, oui, il y en a qui vont essayer de peut-être pousser les différentes limites, mais face à la next-gen, bon, il y a déjà un parc qui commence à s'installer. Il y a généralement des modes graphiques qui sont spécifiques à, par exemple, la next-gen, tu vois, les mises à jour next-gen et compagnie, mais tu as généralement des modes qui permettent d'avoir sur PS4 ou Xbox One, tu vois, les jeux en tant que tels. Donc, je suis pas sûr que ça va impacter grandement, sauf si on commence à essayer, à avoir des jeux qui essaient de repousser les limites encore de, ce qui était la next-gen avant et ce qui est maintenant la current-gen, de voir si ça essaie de repousser les limites à balle ou alors si ça garde cette accessibilité qu'on a pour l'instant. On va quand même vous poser la question dans le chat. Avez-vous réussi à vous procurer une console next-gen ou une carte graphique next-gen? C'est histoire vraiment de voir si vous avez réussi à faire le pas, à passer à travers cette pénurie. On a vu que vous avez réussi à upgrader votre PC tous plus ou moins, on va dire, non sans peine, mais avec énormément de foi. Et là, on va voir évidemment si la next-gen, en tout cas, vous concerne. À votre avis, c'est aussi une des raisons pour lesquelles PlayStation veut pousser de plus en plus d'autres supports comme le PC? Exactement, on a la Fanstar dans le chat qui en reparlait en disant justement, on voit Xbox essayer de
de se mettre bien en place et de proposer des offres avec justement des accessibilités aux jeux qui sont normalement dédiés aux séries X en les rendant disponibles via le cloud sur les Xbox One. Et du coup, c'est exactement ce que Sony essaye de faire aujourd'hui. Il va bien falloir compenser en fait le manque de ventes et de parcs disponibles avec leurs consoles. Donc je pense qu'ils vont être obligés de limite d'accélérer le rythme. Hein. Peut-être C'est ça, qu'il y avait un planning. le temps ça, passe. ouais. Hein, vraiment, Vraiment, il faut... c'était on fait les lancements, on lance les consoles, on laisse bien les consoles, ensuite on reviendra avec des abonnements, des forfaits qui donneront accès à ces jeux-là. Je pense qu'ils sont un petit peu obligés d'accélérer cette cadence-là en se disant bon, écoute, pour le moment, on peut pas accélérer j'allais dire les supply chains. J'ai vraiment du mal avec les mots aujourd'hui. Je suis désolée. Les chaînes de production. Chaînes de production. Et ouais, et du coup, tu es bien obligé d'aller contrer un peu ce problème-là et de mettre à disposition certains jeux avec des offres qui seront différentes en les mettant cross-gen plutôt et du cloud, et du cloud, et du cloud. Ouais, c'est peut-être ce qui va accélérer le passage, évidemment, de la mise à disposition des jeux vidéo sans console de jeu. Évidemment, en court-circuitant le parc de consoles à installer, il y a plus de facilité, peut-être, pour les développeurs de jeux de mettre leurs jeux à disposition des personnes. 50% du chat et des votants ont réussi à passer à la next-gen. Je trouve que c'est prodigieux. C'est bien, c'est énorme. vraiment prodigieux. Ouais, Alors, c'est on bien. parle next-gen PC ou next-gen, évidemment, console. C'est assez incroyable. Hein. Il y a 30% qui n'est pas intéressé de toute façon par ce passage, en tout cas pour le moment. Et d'autres, encore 20% qui essaient, tant bien que mal, de passer et qui n'y arrivent pas. Notez que, alors un petit chiffre dans le chat, c'est John 57 qui nous donne ça. Mais c'est vrai que sur 2022, et on avait vu justement les chiffres, la Xbox Series X se vend mieux que la PS5. Mais de toute façon, non, c'est juste que tout se vend. Et il y a plus de Xbox qui est mis en vente, qui est mis sur le marché que de PlayStation. Parce que mine de rien, Microsoft, ils ont quand même une force de frappe et une force d'appui pour commander des composants qui sont assez forts. Ça n'empêche qu'ils ne peuvent pas non plus inonder le marché. Alors, j'ai quand même vu un commentaire passer, j'ai pas eu le temps de voir le nom et ça fait un petit moment, qui disait moi j'ai quand même une PS5, j'ai joué à 5 jeux et je l'ai revendue. Donc c'est-à-dire qu'il y a même des gens qui en ont fait l'acquisition, qui ont un peu fait le tour, je pense, en se disant il n'y a pas plus de... Non mais attends, moi Non, mais ce qui m'étonne, après- c'est qu'il a joué à 5 jeux PS5. Oui, Merde, c'est lesquels? parce que j'allais... Oui, mais c'est ça. en fait. Vas-y, raconte, parce C'est ça. que Playroom, il a trouvé 5 jeux sur la console. Ratchet & Clank, Demon Slayer. Horizon et Demon's Souls. Demon's Souls, Ça fait merci. 5. Ok, Ça fait 5. let's go. Ouais, mais Mais oui, il y avait qu'un d'ailleurs, mais peut-être que c'était Les Godfall, autres jeux hein. sont pas encore Il y avait sortis, peut-être qu'il l'a Godfall vendu, aussi au début. Qui sait Godfall, c'est de la triche, moi je le compte pas. Hein. C'est vrai, c'est pas une un excuse. demi-point pour Gryffondor. Hein. Ce jeu, mais c'est terrible. Ah, C'est terrible. En tout cas, voilà, vous êtes au courant, ça n'est pas prêt de se terminer. Si vous avez un bon plan pour commander une machine, et sachez que c'est aussi le cas pour les Switch. En ce moment, c'est les French Days, il y a peut-être des bons plans ici, à droite, à gauche. Pour tout ce qui est de matériel tech, n'hésitez pas trop, car à mon avis, les prix ne vont pas avoir tendance à C'est ça. Il y a Amazon qui fait quelques ventes flash qui sont très sympas à regarder tous les jours. Bon, forcément, il n'y a pas les meilleurs composants, etc. Mais ça reste quand même très chouette pour améliorer son PC. Et dernièrement, il y a la Fnac qui ont fait des ventes flash exceptionnelles sur des PC, des tours, PC portables, matériel, avec c'était des compos vraiment plutôt pas déconnants. Aujourd'hui, Il y en a en ce moment, ouais. je sais pas, ils continuent à faire des bons plans, donc il faut regarder un petit peu même du côté de chez Boulanger, continuer à regarder du côté de la Fnac parce qu'ils enchaînent. Ouais. Il y a Deal Labs aussi qui regroupe un peu tous les différents bons plans. Après, le problème de Deal Labs, c'est qu'il faut être très rapide. Oui, il faut être très vraiment rapide. scruter le Ça, truc. par contre, Sinon, le bon plan, en 30 minutes, il peut être parfait. Même Activez moi. vos notifications. Exactement. On remarquera aussi que, je ne sais plus ce que je voulais dire, voilà, parmi évidemment tous ces bons plans, certains ont réussi à revendre leur machine plus cher qu'ils ne l'ont acheté et s'auto-alimentent comme ça. Ils achètent une machine au prix avec un bon plan, ensuite la revendent plus cher en scalper, puis ils en profitent pour acheter une autre machine. Tu peux aller très très loin là-dessus. Si ça se trouve, il y a moyen de développer un business model à court terme, évidemment, avec tout ça. Peut-être le prochain Elon Musk, toi aussi. Ouais. On ne sait pas. On ne sait pas. En Ça va tout être long. cas, les news ne sont pas au beau fixe. Et aujourd'hui, c'est aussi pour rebondir sur ce que tu disais, K.O., c'est moins cher d'acheter un PC complet Oui. que d'acheter un PC monté avec des composants à droite, à gauche. Alors, ce qui est normalement normal, mais ce qui n'a jamais été le cas dans le monde du PC. Hein. Partout ailleurs, si vous achetez une voiture en kit, vous la payerez plus cher que la voiture C'est parce complète. qu'il n'y a pas de stock, oui, c'est ça. Voilà. Dans tous Mais les cas, ça normalement, le avance PC, vite, quand hein. tu achètes à droite, à gauche, tu peux monter un PC moins cher que Ah oui, l'acheter clairement, normal. normalement, oui. Ah, Vraiment, clairement, quoi. Maintenant, ça clairement. n'est plus le cas. C'est vraiment difficile, en tout cas, de revoir ce bon rapport
qualité-prix. En tout cas, on enchaîne avec le prochain sujet. On va reparler un peu de Sony puisque ces derniers font parler de Jeff Grubb, réagit aux propos de Jim Ryan qui s'est exprimé évidemment sur le rachat d'Activision Blizzard par Microsoft, mais aussi sur leur volonté de racheter Bungie et sur le fait que Square Enix se soit séparé de toute sa branche occidentale. Et il s'exprime en disant: le succès critique et commercial des jeux que nous avons créés nous a permis d'investir massivement dans la création de contenu. Nous développons nos studios de manière organique. Jim Ryan qui s'exprime, je vous rappelle, le président de PlayStation, et par le biais d'acquisitions. Nous avons acquis 5 studios au cours de l'année 2021. Il le rappelle quand même, c'est énorme, et c'est la vérité, ça fait beaucoup d'acquisitions. Nous sommes en discussion avec Bungie, donc ça c'est encore une fois, après l'acquisition de Bungie, qu'est-ce qu'ils vont faire avec eux et comment va se faire le projet du rachat. Et nous avons d'autres projets. Les rachats pour Sony, ça n'est pas terminé. Il n'en fallait évidemment pas moins pour les analystes type Jeff Grubb de présupposer que Sony pourrait se rapprocher de Square Enix, de boîtes japonaises qui ont des effectifs pas forcément que dans le jeu vidéo. Vous savez, Square Enix, c'est aussi une boîte qui détient des mangas, des animés, des fabricants de figurines, des goodies, etc. Donc c'est une machine, on va dire, à licence. Oui. Voilà, gigantesque. Sony, c'est aussi son cas. Il y a Aniplex, tu vois, il y a leur division Crunchyroll avec des animés et aussi des goodies juste derrière. Donc ils sont à peu près cohérents et pourraient peut-être être intéressés par tout ça. On rappelle que FF7 Remake a été en partenariat avec PlayStation d'abord. Forspoken est une exclusivité temporaire. PlayStation aussi, elle arrive bientôt. Les liens qui unissent Square Enix et Sony n'ont jamais été aussi forts. Maintenant, la question reste posée. Aujourd'hui, l'entreprise Square Enix est cotée à 4,8 milliards de dollars en bourse, ce qui veut dire qu'avec les liquidités de Sony, ce serait possible, il faudra engager pas mal de liquidités, mais ce serait possible en tout cas de racheter Square. À ton avis, Lox, est-ce que Square a intérêt à se faire absorber par Sony PlayStation dans la conjoncture actuelle des choses? En vrai, ce rachat, il serait pas déconnant. Ouais. Est-ce qu'ils ont réellement intérêt? Non, mais est-ce qu'ils en ont envie? Je pense que oui. Je pense que comme ils le voient aujourd'hui, on est en train de faire face à une transformation quasi totale de l'industrie, avec tout ce qui se passe, notamment autour des rachats qui ont pu faire Microsoft. Du coup, je me dis, oui, je pense qu'ils sont assez proches par le fait qu'ils soient tous les deux. On a un éditeur et constructeur japonais. On sait très bien que les Japonais sont assez réfractaires à l'idée d'aller se vendre à des entreprises américaines, typiquement. Donc c'est vrai que déjà, juste sur ce point-là, je me dis, ils sont table rase sur le truc, ils sont complètement d'accord. Et là où c'est intéressant, c'est que oui, il y a cette relation de confiance, il y a toujours cette notion d'exclusivité temporaire qui se fait très régulièrement. Square aime beaucoup dévoiler les premiers trailers de gameplay ou les grandes annonces lors des conférences aussi de Sony. Donc en fait, c'est vrai que ça va un peu dans la ligne du logique. J'ai envie de dire, l'une des dernières acquisitions de Sony, c'est Firesprite, un studio qui travaille avec eux depuis des nombreuses années. Donc c'est vrai qu'ils sont un petit peu en train de concrétiser les partenariats et toutes les relations qu'ils avaient, les bonnes relations justement qu'ils pouvaient avoir avec des studios. Et pour moi, Square en fait partie. Donc dans la logique, c'est un énorme morceau. Mais Square qui aujourd'hui est plus sur cette dynamique de, on a envie de réinvestir et de se focus sur le cloud gaming, les intelligences artificielles, la blockchain et autres. Le fait de se dire qu'on a cette puissance de frappe avec Sony, ces studios qui savent écrire, qui savent justement proposer des licences aussi originales qui se vendent bien. Ce serait un rachat utile pour eux. Utile dans le sens qu'en termes de réorganisation, de remaniement et tout ça, ça me paraît assez pertinent. Comment KO, est-ce que toi tu verrais une bonne chose là-dedans? Ça impliquerait peut-être que les futurs jeux Square Enix sortiront en exclusivité sur PlayStation. Alors c'est déjà le cas de pas mal de jeux, Forspoken, FF16 notamment, mais aussi ils arrivent sur PC quasiment simultanément. Donc, ça va pas seulement parce que Sony prend une ligne directive où ils vont commencer à s'orienter un peu plus vers le marché du PC et surtout de toucher un nouveau public et en s'alliant avec Square Enix
ou vice-versa, ce serait en fait plus bénéfique à eux, surtout dans l'état actuel en fait des choses, ou même avec voilà, ils ont d'autres licences, ils ont ils sont sur d'autres supports, ça serait tout bénéf pour eux de s'orienter jointement en fait déjà sur le marché du PC. Vraiment, ce serait vraiment exceptionnel pour eux. Et ils ont un peu un train de retard là-dessus. Ils restent quand même dans leurs idées de exclusivité Sony, mais au bout d'un moment, voilà, ça ne marche plus. On en parle depuis des semaines et des semaines. Ce serait qu'une bonne position. Alors, plusieurs inquiétudes dans le chat. Si Sony rachète Square, j'ai peur que Square perde son âme. Nous non, mais dit-on. ça, Mais justement, regardez, ils ont abandonné les studios occidentaux. Qui est bien implanté en Occident? Sony. C'est vrai. Bah ouais. C'est Mine de rien, une ça façon, leur le truc, c'est que façon de lier un peu tout, mais ils seraient franchement, ils auraient fait une meilleure vente de leur studio s'ils avaient gardé leur studio. Ah, mais complètement. Mais dans tous les Complètement. cas, oui, on sait que Square Enix a une super identité, mais bon, au bout d'un moment, il s'agit d'avancer et de s'allier aussi pour trouver des nouvelles solutions. Donc, ils vont garder bien sûr leur essence, mais ce sera que positif pour eux de s'orienter vers des nouveaux projets aussi. Alors on pose quand même aussi la question du monopole de la Japanimation, parce que c'est vrai, si Square se rapproche de Aniplex, on commence à avoir un conglomérat au niveau de l'animation absolument gigantesque. Le truc, c'est que les acteurs tels que Netflix, tels que Amazon, étant aussi dans la boucle, même au Japon, souvent les monopoles ne sont pas réels. À ton avis, est-ce que c'est une bonne chose pour Square Enix de se faire absorber par PlayStation, ou tu y verrais finalement un mauvais signe pour l'entreprise? J'y verrais pas forcément un mauvais signe. Ça peut aussi faire partir d'une stratégie de repositionnement, vu qu'on a abandonné beaucoup de licences qui se vendaient quand même, mais qui n'étaient pas forcément en meilleure santé. Tomb Raider, Deus Ex, on n'était pas dans les meilleures conditions sur les derniers opus, et on a gardé des licences occidentales qui étaient encore fortes, et qui, forcément, il y a des relations avec Sony. Je pense notamment avec Life is Strange. Après, ce que je me dis, c'est que ce serait peut-être intéressant, mais selon certaines conditions. Dans le sens où Sony a tendance à investir, donc ça permettrait à Square Enix de s'investir sur de nouvelles licences, de nouvelles choses qui pourraient arriver, de nouvelles licences lucratives, mais le tout serait d'éviter ce système dont parlait KO, des exclusivités, parce que le Square Enix, ils sont très souvent sur des jeux multiplateformes, Bah ouais. et justement, il y a aussi avec Nintendo, Square Enix qui parle à Nintendo très souvent pour tout ce qui est Très bonne RPG et remarque. compagnie, Ouais. pour les Nintendo Switch. Il y a aussi tout à perdre si on va chez Sony et qu'on dit ce sera exclu chez PlayStation. Ce serait perdre énormément. T'imagines qu'un Octopath Traveler ou un Triangle Strategy, ça fonctionnerait mieux sur PlayStation que sur Switch, par exemple? Pas vraiment. Moi, j'ai des doutes Vraiment aussi. pas. J'ai vraiment Parce que des doutes. les JRPG comme ça ou les jeux de ce genre, c'est pas pour des joueurs de PlayStation du tout. Moi, je crois aussi, les joueurs de PlayStation, ils ont quand même évolué. Et aujourd'hui, Square fait quand même pas mal de remakes, de remasters de leurs jeux un peu d'antan. Ouais. Des jeux qui peuvent plaire à la fois à une ludothèque PC. C'est pour ça que les Pixel Remasters sont sur PC, mais aussi au public de la Switch. Ça serait perdre tout ça. Tu penses que Square pourrait s'asseoir là-dessus? Pas obligatoirement. Franchement, j'ai envie de dire pas obligatoirement pour le coup. Je pense que là, Sony est en train de jouer sa petite carte avec ses petits abonnements, ses machins. Mais oui. Je les vois pas. Alors, soit vraiment ils sont butés, bornés, tu vois. Non, mais c'est ça, ils se renferment Il faut avec machine arrière et c'est fini. Non, Genre non, les œillères de non, on ne voit pas ce qui se passe dans l'industrie actuellement. Non, il n'y a pas d'abonnement. Mais non, ce serait un sketch. Vraiment, ça rimerait à rien. Donc, c'est soit effectivement, ils commencent à aller vers de l'avant et se dire oui. À la fois pour les studios, comme pour les licences, comme pour les joueurs, en fait, rendre nos jeux accessibles à tous, c'est la meilleure chose qu'on puisse souhaiter à l'un de nos jeux. Après, évidemment, il faut toujours donner de véritables arguments aussi dans les mains des joueurs pour qu'ils fassent l'acquisition des consoles, parce que sans ça, qu'est-ce que ça va devenir ? Pas grand-chose. Donc, je pense qu'il y a juste une notion d'équilibre à trouver, et ça peut aussi se trouver derrière des exclusivités temporaires. Et en fonction, je veux dire, de l'impact, de la puissance d'une licence, la durée, elle peut varier. On va vous poser la question justement si vous voyez d'un bon œil, d'un mauvais œil, ou vous êtes neutre finalement, Vous avez le droit. sur un éventuel rachat de Square Enix par Sony. Et je suis allé farfouiller un tout petit peu, j'ai mis mes mains un peu dans le cambouis pour préparer cette revue de presse, pour voir un peu quel était l'impact d'un jeu multi-support ou d'un jeu exclusif Square Enix relativement comparable durant sa sortie. En prenant l'exemple de Final Fantasy XV, donc sorti sur tous les supports à sa sortie, que ce soit PC, Xbox ou PlayStation, et Final Fantasy VII Remake, sorti lui durant sa première année uniquement sur PlayStation 4. Le constat, il est assez clair. Sur la même
période d'exploitation de ces jeux. Vous me direz peut-être que FF15 est un peu plus rayonnant que FF7 Remake d'un point de vue de licence et d'attente. Certes, l'un a distribué 9 millions de copies, donc sur la même période, 9 millions de copies. Donc ça comprend toutes les copies digitales et les copies fournies, évidemment, donc pas vendues, mais fournies uniquement dans les magasins. Et l'autre a fourni, si je ne dis pas de bêtises, 4,9 millions de copies, à la fois en digital et aussi en vente. Alors évidemment, FF7 Remake en a vendu plus grâce à la sortie PC, le retour d'Intergrade sur PlayStation 5, mais FF15, c'est à lui tout seul, sans parler des DLC qu'il y a juste derrière. Les Royal Editions ne sont pas comptées en plus là-dedans, c'est uniquement sur la même période donnée, c'est-à-dire une année d'exploitation entre le multi-support et le support 5. C'est du simple au double quand même. Ça fait énormément de clients potentiels dont on pourrait se priver. La stratégie, encore une fois, de l'exclusivité est bonne, on va dire, pour évidemment Sony, mais elle n'est pas forcément bonne pour Square les Enix, ventes. pour les ventes, ouais. Ouais, c'est exactement la problématique, à mes yeux, pour laquelle justement Sony doit absolument se confronter aujourd'hui. C'est de se dire, Ok, on vous entend, Sony, quand vous dites on ne peut pas mettre à disposition nos grandes licences AAA Day One comme ça dans des offres. Ok, on l'entend. Maintenant, il faut aussi entendre, si vous voulez que les licences soient encore plus fortes, si vous voulez qu'elles aient un impact encore plus prenant par la suite, et ben en fait, il faut aussi, et comprenez en plus les développeurs qui vont travailler corps et âme pendant des années sur des licences, ils n'ont qu'une envie, c'est que ce jeu soit une pépite qui puisse être remise entre le plus de mains possible. Donc c'est vrai que là-dessus, il faut vraiment qu'ils aillent se confronter à cette problématique et trouver vraiment l'équilibre. Parce que regarde, comme tu le dis, ça peut aller jusqu'au double. Non, mais déjà, avec ces chiffres-là, ils ne peuvent pas se limiter. Enfin, c'est logique. Là, Ça- tu sors un titre, c'est 19 millions de copies vendues au maximum sur PS5. Déjà, c'est ça. en deçà de ce qu'a pu faire. C'est exactement ça. Ouais. Le constat, de toute façon, il est évident. Si tu as moins de machines disponibles, tu feras moins de ventes. Bah oui. Enfin, à moins que tous les acheteurs de ta machine soient des pigeons comme ceux de Nintendo et achètent un jeu dès qu'il sort, tu vois. Mais c'est pas le cas des acheteurs PlayStation qui achètent massivement la console. On le rappelle pour FIFA et Call of Duty et GTA. C'est ça, avant tout, le corps des fans, des joueurs PlayStation. Ça limite énormément les possibilités de vente, de faire des exclusivités. Je ne sais pas si Square pourrait être prêt à faire ça. C'est très difficile, je sais, le chat, de comparer réellement un jeu à un autre, une période à une autre. J'essaie juste d'enfoncer un peu des portes ouvertes en disant que, évidemment, ça serait aussi un vecteur de vente de PlayStation supplémentaire, d'avoir les exclus Square dessus. Mais évidemment, comme on ne peut pas acheter de console, qu'est-ce que tu veux la vendre, ta console? Elle se vend à la PS5, il n'y a absolument pas de problème. En tout cas, pour vous, ça serait plutôt une bonne chose si Sony rachetait Square à plus d'une trentaine de En vrai, pourcents. ce serait pas les seuls. Moi, je pense qu'il y a plein de... On avait pensé à Epic, entre autres. Et puis, on rappelle aussi, le Moyen-Orient essaie de prendre une place prépondérante aussi dans l'industrie. Donc, à tout moment, c'est eux aussi qui en font l'acquisition. Ils l'ont fait il y a quelques mois avec SNK. Maintenant, ils en sont justement actionnaires majoritaires. Ils en détiennent en tout cas la majorité. Donc, on n'est pas à l'abri que ce soit une autre chose que Sony, parce qu'effectivement, il y a cette problématique. Et si c'est pour un enfermement d'exclusivité, là, à mon avis, c'est net. Enfin, non, il n'y a pas intérêt de la part de Square Enix à le faire. Ils peuvent peut-être avoir une stratégie comme la Activision Blizzard, où pour le moment, Microsoft reste ouvert au portage des jeux Activision Blizzard sur d'autres supports, et notamment la licence Call of Duty. On verra évidemment si ces engagements sont tenus au terme 2023, Dans un le an. contrat sera signé d'ici un an, ou si ça va se frotter les mains. Parce qu'évidemment, quand t'as du pognon, t'en as rien à branler, quoi qu'il arrive. Voilà en tout cas là-dessus. Tout ça n'est évidemment qu'à l'objet de rumeurs, mais sachez que si au cours de l'année un Launch Play spécial est fait sur Sony rachète Square Enix, venez pas tomber des nues sur le truc, parce que les indicateurs sont quand même présents. Maintenant, il faut évidemment que chaque groupe trouve son avantage dans tout ça. On va passer à la première chronique, ma très chère K.O. Et on va parler des jeux en noir et blanc avec toi à l'occasion de la sortie Trek to Yomi. C'est parti.
J'ai hâte de pouvoir tester Trek to Yomi. D'ailleurs, on fera une review la semaine prochaine, hein, vous le savez, dans le Lunch Play, une fois qu'il aura été terminé, testé et approuvé. Mais ces petits jeux en noir et blanc nous ont donné l'occasion de nous interroger aussi sur le nombre de jeux qui ont utilisé cette méthode graphique pour apporter un peu plus d'immersion dans les jeux. Tu nous as trouvé un peu tout. C'est ça, on en a beaucoup, hein, on en a plutôt pas mal, mais déjà j'aimerais poser la question au chat et à vous-même, si vous avez déjà joué à un ou plusieurs jeux en noir et blanc. Les jeux où on peut mettre le filtre noir et blanc ne compte pas. Alors, moi j'ai... Et aussi, je reviens parce que tu as parlé de Hollow Knight tout à l'heure. Hollow Knight n'est pas un jeu en noir et blanc. Vrai. Il n'est pas bichromatique. Il y a du bleu et du... Il y a du violet, il y a du rouge. Ouais. Ça ne compte Est-ce pas. que tu vois mon sourire gigantesque ici? Pourquoi est-ce que j'ai un sourire énorme? Parce que je suis le plus vieux à cette table. Et comme je suis le plus vieux à J'allais cette te table, poser une question qui te concerne. j'ai joué sur Game Boy et du coup j'ai joué en noir et blanc à l'infini. Ça ne compte pas. Actuellement, ça ne compte Zut pas. Les jeux Non, qui non. auraient pu Parce ne que pas ce être sont en des noir et jeux blanc, qui alors. étaient obligatoirement en noir et blanc pour la Game Boy. C'est pas des jeux volontairement C'est faits. exactement ça. Tu te calmes. Alors madame, Oui. j'ai quand même une réponse. Oui. J'ai joué à Limbo. Ah, mais on l'a 100% tous fait, je de crois. mon en fait, Oui, je hein. pense qu'on noir a et tous blanc. joué à Limbo. hein, Ah ouais. ouais, je pense qu'on a tous joué à Limbo. Adoré J'espère Limbo. d'ailleurs qu'on a tous joué à Limbo. Ouais. Et toi, Suri? Non, t'as pas un jeu. Pas joué à Limbo. Oh là T'as pas joué à là Limbo? là Pourquoi là t'as pas là. joué à Aucun jeu en Limbo? noir et blanc. À C'est part pas sur une- Game Boy. Ouais, c'est ça. Non, mais Je vais être non. honnête. Tricheur. Non, je T'as pense vu pas. Limbo, t'as pas dit arrête, il est trop beau, il est incroyable, faut que je le touche. Limbo, tu vas kiffer. On va en J'y- parler juste après, je pense. Tu vas beaucoup aimer. Bah écoute, Non, mais il est incroyable. j'attends de voir. Ouais. Mais oui, et aussi j'ai une petite question. C'était la question bonus pour Ken. Mais en quelle année la télé est-elle passée en couleur? Oh Pourquoi tu lui demandes à lui Ah, que c'est le moyen mais c'est à la fin des années 60, il Ouais. me semble. Oui, oui, à la c'est fin ça. des années 60, parce qu'il me semble qu'on pouvait suivre quelques programmes de retransmission Deux ou trois. de l'arrivée sur la Lune en semi-couleur. Alors évidemment, Oui. depuis la Lune, c'était en noir et blanc, mais en tout cas, les programmes, les présentateurs étaient déjà en couleur. Donc, je dirais 1960. C'est ça, c'est 67, le 1er Voilà, octobre. exactement. C'était ça, en fait. Les télévisions, surtout françaises, hein, bien sûr, je parle en France, ont commencé à être diffusées en couleur et ont reçu, en fait, comme tel, une allocution, en fait, du ministre de l'Information, Georges Gors. Voilà. C'était pour la petite anecdote parce qu'on est dans le noir et blanc. Mais ouais, du coup, pour fêter la sortie de Trek to Yomi, donc ce jeu d'action-aventure cinématique au style unique, qui suit en fait l'histoire passionnante d'Hiroki lors de sa chute contre les forces du mal, nous allons en fait parler de tous ces jeux en noir et blanc et on va revenir notamment. Alors, j'ai fait un gros aparté, pas des jeux en Game Boy, bien sûr, pas des jeux Game Boy. Vraiment, on les cancel. Mais également, en fait, c'est sûr, en fait, c'était monochrome, mais voilà, c'était la console qui voulait que ce soit en noir et blanc. Mais également, c'est vrai qu'on a pas mal de jeux qui nous incitent à mettre le jeu en mode scénario, tout simplement, comme Vertigo, qui est sorti il n'y a pas si longtemps. Ah ouais. Avec français, mais du coup, avec cette histoire d'Alfred Hitchcock, on peut le mettre en noir et blanc. On connaît Ghost of Tsushima également. Bien sûr. Il nous laisse Donc, la possibilité aussi. Voilà, c'est ça. Et je me souviens plus. Et c'est quel jeu Switch justement C'était un petit jeu rétro là où on avait la possibilité. Attends, c'est un gros jeu là qui Un nous le gros jeu laissait. rétro. Mais du coup, c'est en option là aussi. Donne-moi plus de précision, s'il te plaît, Lox, parce Attends. que je Switch, Qui est c'est vaste. sorti dans les. Ça fait pas plus de 2 ans. Il est Pas plus de sorti. 2 ans, très C'est bien. un Est-ce que c'est toi remake qui Non. te proposait de jouer à son ancienne version. Ah, Ok. C'est un jeu Nintendo. Ok. Je l'ai pu. Un remake Nintendo Un qui proposait remake de jouer à son Nintendo qui ancienne te, version. qui te propose de jouer dans son ancienne version. Le chat, est-ce qu'ils vont ils l'avoir vont peut-être l'avoir. Nos Et- boss. Hmm. Ça a l'air, Ils vont peut-être l'avoir. Boxboy, Shikori, Box Boy, Pix ouais, de c'est 4. vrai, Box Boy c'est en noir et blanc, mais bon, Wonder Boy, non, Wonder Boy c'est toujours en couleur. C'est pas un Je jeu vais Nintendo l'avoir. non plus. Ouais, Je l'ai ouais. pas, Lox. Ouais, je l'ai pas, mais si ça me revient, je. Tu me le trouves et on te Parce valide. que vraiment, c'est en fait d'abord en fait imposé par la technique, le noir et blanc en fait que l'on parle au cinéma, à la télévision ou à la photographie. En fait, ce style ne s'est pas laissé écraser du tout. On peut compter plus d'une centaine, voire 150 jeux sur les 15 dernières années qui ont été créés et designés en noir et blanc, ce qui est relativement énorme. Donc là, on va revenir sur le noir et blanc. Certes, vous allez me dire qu'il y a un jeu, c'est pas noir et blanc, mais en fait, on va parler du bichromatique. Ok. Voilà, parce qu'en fait, on va sur le 4e jeu, c'est Je un vois, jeu Je narratif. vois de quoi tu veux parler. Ouais, c'est tout cet aspect un peu plus sépia. Vraiment, on est dans un univers quand même qui est très ombré, mais qui n'est pas tout à fait blanc.
Mais c'est pas très grave, hein, dans tous les cas, ça reste bichromatique. Et en fait, c'est devenu une approche, c'est devenu un style visuel avec un espèce de petit grain qui est là pour vieillir le jeu. Donc, scénaristiquement, ça match très très bien. On peut faire énormément de choses dans le milieu du jeu vidéo en noir et blanc. Et également, en fait, on retourne sur certains jeux, puzzle game, plateforme, on va revenir sur Limbo, qui sont en fait des jeux qui nous permettent de mettre beaucoup plus de profondeur et de créer toute une immersion du côté du joueur où il n'aura pas d'autre solution que de se plonger dans ce jeu. Et ça, c'est vraiment très très intéressant. Et justement, on va revenir sur le premier jeu qui est Limbo, tout simplement. Ah, voilà. Voilà, Limbo qui est les Est-ce que limbes j'aurais ou joué à l'oubli. ce jeu s'il n'était pas en noir et blanc? C'est une vraie question. tu vois. Exactement. Alors, j'allais justement vous poser la question. Il y a plusieurs jeux, justement, les jeux. Peut-être, il y en a un sur Switch qu'on aurait pu jouer en couleur, mais sur les jeux que je vais vous citer, je vais vous poser la question, est-ce que s'il y aurait eu plus de couleurs, plus de vie, on va dire, dans ce jeu, est-ce que vous y aurez joué? Je pense que c'est le seul exemple de ma vie où je vais te répondre non. Parce que, en fait, Le seul. Hein. Limbo, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeu vidéo en fait, de réflexion et de plateforme à l'atmosphère sombre et mystique qui est sorti début août 2011, donc ça fait un petit moment. Et en fait, le joueur est plongé dans un univers monochrome. Le jeu en fait, joue sur l'ombre et la lumière, vous le voyez. Hein. Il joue sur l'ombre et la lumière pour en fait, installer une ambiance qui est très très particulière. Il joue en outre sur la capacité des environnements à tourner sur eux-mêmes et le joueur en fait est malmené. Il n'y a pas de tutoriel, vous êtes directement plongé dans le corps de cet enfant et de là vous allez en fait, suivre une aventure qui est catastrophique. Va s'enchaîner différentes morts, de la tristesse, des péripéties qui sont totalement en fait très sombres. Forcément, ça colle très bien à l'univers. Mais c'est très très particulier et surtout qu'en fait à l'écran l'effet évoque un peu les débuts du cinéma. Alors qu'en fait la caméra fait une espèce de mise au point qui est très variable. Là on peut le voir un petit peu, mais en fait il y a ce côté très flou qui est donné sur différents points en fait, plans, mais surtout coins en fait de l'écran, même si c'est au premier plan, qui vous incite à suivre vraiment le côté très sombre de votre personnage et de se balader à travers ces quelques rayons de lumière. Mais on voit en fait tout est très très sombre, tout est très très flou et en fait c'est ce côté plus cinéma-like qui rend le jeu encore plus fabuleux puisque la DA est quand même félicitée. Hein. C'est un jeu qui a eu quand même pas mal de critiques très 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 intéressantes concernant ce côté très flou artistique. Et oui, enfin surtout que sur un jeu où il n'y a pas vraiment de bonheur à suivre. Pour ceux qui l'ont fait, hein, c'est un jeu qui fout un coup de poing. Vraiment c'est à un ta joie de vivre. Donc, c'est vrai. Mais il y a des puzzle games et c'est satisfaisant quand tu réussis à les faire. En surtout quelque part. que c'est un jeu où il n'y a pas de musique. Non. C'est un jeu où c'est très perturbant. Oui, c'est très perturbant. C'est très ASMR. C'est ça. En fait, c'est un jeu où les uniques sons sont les sons environnementaux. Ouais. Là, on voit, il y a la corde qui tombe, il y a une voix qui va craquer, il y a des courants d'air, il y a des petites choses comme ça, mais vous n'avez pas de musique. C'est un jeu qui est très, 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 très profond. Et encore GG à eux parce que voir en fait son personnage se faire écraser, se faire rouler dessus, se faire brûler, sans musique, sans rien du tout, c'est pas très simple à faire non plus. Après, le jeu est pas très punitif. Hein, dans non, la ça mort, va. donc, Mais c'est quand même difficile de suivre un enfant, tu vois, dans cette aventure. De ouf. Voilà. Et Limbo, hein, voilà, belle petite découverte. Il y a pas l'araignée à la fin. C'est bon. Une araignée, c'est juste une ombre. Quoi? Juste une ombre. Non, c'est juste l'ombre de l'araignée, c'est pas une araignée. Qu'est-ce qui te fait dire que c'est une araignée si ça se trouve Mais oui, du coup, malgré toi, le côté très triste du jeu, je pense que ça pourrait t'intéresser parce que c'est un puzzle game qui est très chouette parce que là, tu vois, on est sur du noir, on voit pour toi que c'est un tronc d'arbre, mais il y a pas mal d'aspects qui se jouent également avec le côté lumière-ombre, l'accessibilité en fait de certains niveaux et de certaines plateformes. C'est très bien fait. Ah, en vrai, ça pourrait m'intéresser. Je l'avais déjà vu à l'époque parce que ça avait fait grand bruit. Et pour le coup, c'était un jeu qui m'avait intrigué, mais j'étais pas allé plus loin. Je n'avais pas essayé d'y jouer. Ouais. Je sais plus pourquoi exactement, mais c'est un jeu qui m'a toujours intéressé. C'est vraiment un jeu, tu vas tout droit, tu résous les énigmes, c'est tout droit tout le temps. Il y a zéro, tu te perds jamais, c'est juste une histoire, ça dure 5 heures, je crois. C'est ça, c'est 6 heures grand max. D'avoir une belle histoire qui est racontée comme ça. Oui. Et non, le Game Pass, je sais même pas si j'ai un Game Pass. Je ne sais pas. Mais il était offert à un moment sur PlayStation. Exactement. Il y avait eu des offres dernièrement, mais ça fait un petit moment quand même qu'on n'en a pas entendu parler. Deuxième jeu. Ouais, deuxième jeu. Donc là, DA, pareil, bon,
forcément noir et blanc, mais différent puisqu'on est sur Return of the Obra Dinn, Ah ouais, le retour d'Obra Dinn, qui est un jeu qui est quand même relativement intéressant. Il est sorti le 18 octobre 2018 et c'est un jeu de réflexion-aventure créé par Lucas Pope, qui est tout simplement... Donc là, on regarde, voilà, ce n'est pas du noir et blanc, c'est une espèce de couleur grisâtre vert, mais voilà, ça reste 2 couleurs. Mais en gros, c'est par le créateur de Papers, Please et c'est un gars tout seul, tout simplement. Et C'est ça. ouais, non mais franchement bien joué parce que c'est encore une fois des jeux qui sont très très bien faits et ode aux solo développeurs, ça fait toujours plaisir. Et on incarne en fait un agent d'assurance chargé de dresser une liste de dégâts subis par l'Obra Dinn, un navire mystérieusement disparu dans les années 1800, aperçu à la dérive avec quelques cadavres. Et en gros, en fait, grâce à une montre à gousset qui est un peu particulière, le joueur, avec son carnet de bord, va devoir en fait créer un constat. On va faire des constats en fait des différentes morts des personnes qui sont sur le bateau. C'est tout un jeu d'enquête en fait qui est mené autour de tous ces personnages qu'il va rencontrer, tous ces flashbacks, toutes ces histoires qui auraient pu être créées. Cet aspect qu'on voit en fait très reculé et on voit avec l'espèce de petits grains, cette espèce de pixels en fait en plus, qui te permet en fait une meilleure profondeur et d'avoir en fait cet aspect d'objectivité, dans le sens où en fait on est là et on observe en fait cette scène et c'est super bien fait. C'est un jeu qui est très 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 intéressant puisque en plus de ça il va pas falloir s'arrêter à un seul personnage pour résoudre cette enquête et voir forcément se triturer les méninges puisqu'il va falloir noter. On a nos carnets de bord forcément pour noter, mais on va devoir en fait passer par nombreux éléments pour réussir l'enquête dans son entièreté. Et justement, ce côté très pixelisé rend encore plus le jeu attachant. Ouais, outre le fait que ce soit dans cet univers forcément bichromatique. c'est vrai que tu repères tout de suite le jeu, tu t'en souviens tout de suite. Hein. Même si tu n'as pas fait Return of the Obra Dinn, tu t'en souviens parce qu'il y a cette direction artistique, ce côté, le jeu est en 3D normal, mais on a l'impression qu'il est lu par un support des années Twist qui n'est pas capable d'afficher les graphismes dans lequel il est fait. Et du coup, ça donne un peu ce rendu calculatrice. Mais parce que justement, en fait, c'est cet aspect temporel, en fait, c'est ça, intemporel, qui fait la particularité de ce jeu. Parce que comme tu l'as dit, c'est cet aspect très calculatrice. Et surtout aussi, il y a le souci du détail visuellement, mais également sonore, où la bande-son est très bien travaillée. Elle est très bien soignée, c'est-à-dire qu'on entend bien le souffle du vent sur les voiles, on entend le bateau flotter, on entend le craquement en fait, des planches. Vraiment, outre le fait que le jeu soit quand même visuellement minimaliste, l'ambiance sonore est super immersive. Méga important, hein. Exactement, très justement. Ça fait ressortir en plus tous ces côtés-là. Et dans Limbo, c'était aussi totalement le cas. C'est vraiment très cool. Et celui-ci, il est disponible sur Switch, PC, Xbox et PlayStation. Oh, ça régale. Voilà, il est un peu partout, donc n'hésitez pas. Et là, on va parler un peu plus du côté Nintendo. Ah Évidemment, mais là encore, on est vraiment sur des... L'engouement, quoi. Mais c'est un jeu que tu connais. Excusez-moi d'être heureux dans ma vie. Oui, non, mais c'est bien. De toute façon, déjà que Ken, c'est le Shazam de Nintendo. Là, tout à l'heure, tu lui donnes des informations, il va te retrouver le nom du jeu. Ouais. Donc bon. Non, mais c'est ça. Et pour le coup, comme vous l'avez pu, il y a plusieurs jeux auxquels que j'énonce, mais bien différents en termes de DA. Et là, on va parler de Toem, justement, qui est encore une fois très différent. Il est sorti il y a moins d'1 an sur Switch, de ouf. PC et PS5, et c'est le tout premier projet majeur du studio suédois Something We Made, qui propose un jeu indépendant très très original, très mignon, on peut le voir de toute façon, où en fait Toem nous emmène dans un monde intrigant où des tonnes d'objets cachés doivent être photographiés. Notamment, j'avais cru voir une pet rock. Trop mignonne, pardon, excusez-moi. Et en fait, on est dans la peau d'un petit personnage au visage très patatoïde, c'est une petite patate, qui reçoit en fait de sa grand-mère un superbe appareil photo avec un zoom dynamique. Et forcément, en fait, la prise de risque quand le jeu est sorti était grande, puisque on avait à peu près à la même période Pokémon Snap, ouais, c'est ça, Snap, qui est sorti. Donc forcément, cet aspect Pour les photographie. Switch, jeu mignon, forcément c'était un peu se mettre une épine dans le pied, et pourtant le jeu a très très bien marché. C'est un titre qui est entièrement en noir et blanc, surtout que la photo en noir et blanc maintenant, quand nous on sort nos smartphones, on est très content d'avoir une qualité de lumière, de couleur qui est folle. C'est toujours très marrant sur en plus un jeu Switch, où Switch ça annonce quand même quelque chose, des jeux très vivants aussi un petit peu. Donc c'est très très chouette, c'est une grande prise de risque, et c'est une aventure qui est ludique et qui se démarque de n'importe quel autre titre
C'est sûr et certain. J'avais bien envie de faire. Tu as Ouais. fini le jeu ou pas, toi, Lequel Toem, ou pas? Non. Non, j'ai même Je pas me commencé. demande quelle est la durée de vie de ce jeu. En fait, il m'intrigue En fait, depuis tellement il y a longtemps. beaucoup de choses à faire. Pour le coup, je ne connais pas la durée de vie du jeu. Après, ça doit dépendre aussi des joueurs. Et également, encore une fois, tous ces jeux en noir et blanc sont rythmés par une BO. Pas forcément, on a vu Limbo, on a vu le jeu précédent, mais cette fois-ci, en fait, il y a une BO qui est relativement douce et calme et C'est qui chill, hein. rythme Ouais, vraiment voilà, ça. le joueur Super à bien avec prendre le jeu. un instant de plaisir sur le jeu, à juste se poser, prendre des photos quand il veut, voilà, se balader. On voit aussi également, il y a ce côté, cette recherche du mouvement de caméra très lent, très smooth, où en fait, on ne s'abîme pas les yeux et ça fait du bien. Voilà. Je rigole, moi, c'est bon, le jeu, il est vendu. Ah oui, C'est mignon. et aussi très important parce que là on parle de BO, mais en fait au fur et à mesure le personnage va récolter des cassettes. D'ailleurs les cassettes qui reviennent, merci Universal Studios, musique, bref, ouais, ils sont en train de rééditer, c'est incroyable. Mais ça veut rien Ouais, dire. Ok, autant le vinyle, je comprends, autant la Mais, bande magnétique, c'est moi, pas j'aime- le support le j'aime plus bien. extraordinaire du son. Hein. Je trouve ça incroyable. Ah, C'est d'accord. c'est vintage. Ah oui, ça c'est vrai. Et oui, en fait, en gros, le personnage va retrouver des cassettes et ces cassettes vous permettront de changer la BO du jeu, la musique que vous voulez écouter à l'instant T. Let's go, incroyable. 5 heures pour le 100%, me dit-on, un sorcier dans le chat. Eh ben, Merci très bien, beaucoup c'est pour la tranquille. réponse. Quatrième jeu, on va parler de Un temps jeu obscurs. très dark, oui. Alors je sais que c'est un parti pris d'en parler parce que c'est un thème qui fait peur. On va parler, excusez mon anglais, Through the Darkest of Times. C'est bien. Through. Pardon. Non, pas. Le premier était bien. Through. Through. C'est comme le même, tu sais, le through. On n'arrive pas à le faire, bref. Développé en fait. Tu m'étonnes que ce soit tous refilé le Donc là, Covid. oui, vous allez me dire. Non, mais c'est terrible. Là, vous allez me dire, oui, il y a de la couleur, oui, il y a du rouge. Mais c'est rouge. Oui. Là aussi. Mais pourquoi? Parce que Couleur on est dans Le sang. Couleur dans le sang, mais vous allez voir, en fait, ça se passe dans les débuts des années 30, quand le... Quand il faisait pas très bon vivre. Voilà, exactement, quand le nazisme était tout au sommet. Et en gros, ça a été développé par un jeune studio berlinois qui s'appelle Paint Bucket Games et édité par Andy Games. Et ce jeu est simple, en fait, il nous plonge dans le quotidien difficile des résistants berlinois. Et en fait, pour cela, le jeu va nous faire vivre une période noire de l'histoire en retraçant les événements qui se sont déroulés en Europe, et plus particulièrement, en fait, de Berlin entre 33 et 45. Donc on n'est pas juste spécifiquement pendant l'officialisation de la guerre, mais vraiment avant. Et en fait, le studio délivre avec cette œuvre un message qui est très puissant, puisqu'en fait, elle veut montrer que les Allemands étaient nombreux à lutter contre ce régime, malgré en fait les horreurs perpétrées par ce régime. Et c'est pour ça qu'on est vraiment dans une espèce d'introspection. On est vraiment au cœur même de cette résistance dans un univers où en fait ton voisin a été pourtant lié directement par ce régime. Donc La montée du totalitarisme. Exactement. Fait penser à Rhinocéros, du coup, un peu d'Ionesco. Ça me dit quelque chose. Il y a Attends, de je l'ai- théâtre, justement, qui relate. Vous connaissez Ou Non, je suis je savais seule. pas. Mais D'accord, on va passer cette Mais non, référence. mais apprends-nous des choses. Non, mais du coup, bravo. Ionesco, à l'époque, avait écrit donc cette pièce de Rhinocéros où finalement, en fait, c'est deux amis, dont un qui est juif et l'autre qui, en fait, est en train de se faire littéralement matrixer par la montée Ouais. du totalitarisme. Et c'est justement, ça se passe sur cette même période. Ah oui, donc ok. avant que ça explose, avant que ce soit la guerre et tout. Et je trouve que c'est des œuvres qui sont très intéressantes justement à étudier parce qu'on te montre un aspect qu'on n'étudie pas forcément Oui. à chaque fois. Très Mais c'est ça. Mais en fait, alors juste pour revenir au... Par contre, ça m'intéresse. Au côté Léa, là, tu vas me dire, mais attends, K.O., tu m'as dit que Hollow Knight ne comptait pas dans ces jeux-là. Ouais, il y a de la couleur là. Eh bah oui, mais il y a de la couleur sur des moments très spécifiques, Ça. en fait. Ce n'est pas directement dans le décor où, bah là, dans Hollow Knight, on se balade, on voit les aspects violets, un peu rosés, etc. Là, c'est juste des éléments, en fait, marquants qui vont Ça. encore plus plonger le joueur dans cet aspect très fatal, en fait, qu'était ce régime. Et en plus, voilà, d'avoir une direction, en fait, une direction artistique qui est très personnelle. Tous les visuels nous racontent quelque chose, et surtout, en fait, il y a cet aspect bande dessinée qui est voulu, puisqu'en fait, il est dans des teintes forcément noires et blanches. Là, on le voit, toi, il n'y a pas de couleur. Il y a un poil de rouge sur le papier derrière, je suis désolé. Oui, vite remboursé. fait. Mais en fait, c'est justement, c'est pour Tout à aller l'heure, on avait un peu chercher. de bleu et tout, mais oui, Évidemment, c'est d'accord. toujours en noir et C'est une blanc, ça, information quand même, à bien aller sûr. chercher. Tout le jeu est en noir et blanc. Voilà. Oui, il y a des pointes de couleur. Bon, très bien. Ça, on va dire que c'est du surlignage. Et justement, alors là, on voit très bien
un petit peu, mais en gros, il y a cet aspect bande dessinée où on a l'impression en fait que les personnages sont tous, ils vont être mobiles. Ouais. Et c'est super bien fait parce qu'en fait, là, il bouge que sa tête, mais on a l'impression que tout son corps va bouger. Et le jeu est un peu rythmé, un peu comme ça, dans ce sens où il y aura plusieurs scènes un peu pas de bataille, mais limite un peu de baston, un petit peu plus sérieux, où on va avoir cette impression où tous les personnages bougent, alors que pas du tout. On est vraiment dans ce reflet papier bande dessinée qui est super chouette et qui fait l'identité unique de ce jeu. Magnifique. Vraiment très très cool. Ouais. Magnifique. Petit bonus peut-être pour terminer. Alors là, c'est un petit bonus. On va juste parler de plusieurs jeux qui vont arriver en 2022, notamment un jeu français. On n'a pas de date précise et pas plus d'informations que ça, mais il annonce la couleur ou pas, puisqu'il s'appelle blanc. Oh, mais c'est une couleur, le blanc. C'est une couleur. Oui, c'est toutes les couleurs. Non, C'est c'est pas une- respectez-les. c'est pas- C'est le prisme, c'est le blanc. prisme de toutes les couleurs. Donc voilà. Exactement. Ça marche. Mais en gros, le pitch, ce serait abandonné après une tempête de neige exceptionnelle, un faon et un louveteau se retrouvent compagnons d'infortune. Un voyage commence alors pour eux à la recherche de leurs aînés et suivre les traces laissées dans la neige. Donc, J'adore. oui, non mais ça va être très mignon. Et c'est un jeu français. Vraiment, j'ai pas trouvé beaucoup d'informations sur le jeu, donc j'en reparlerai peut-être quand ça viendra. Mais surtout, il y a un autre jeu qui arrive qui s'appelle Heading Out, qui est un jeu narratif en voiture qui se passe dans l'Ouest américain dans les années 70. Et c'est un jeu qui est relativement chouette. Si jamais on peut choper quelques images, puisqu'en gros, vous allez voir un peu la DA qui est très old school. On est dans le corps en fait d'un personnage et en fait il roule tout simplement. Il y a ce côté très forcément voiture, esquiver des choses sur la route. C'est pas très bien fait. Le jeu a l'air quand même un peu dans le sens pas bâclé, mais en fait c'est la DA qui est voulue pour ce côté très old school. Et donc ça arrive. Il arrive normalement en 2022 aussi. Très intéressant. J'arrive pas à trouver des images. Heading Out. Heading. Ah, c'est Heading, pas Heading, ouais, Heading. avec un E. Heading. I-E-A. Heading Head. La tête. Allez. Voilà, parfait, merci. Ah, c'est Ah, le voilà. head. Ah, Heading. Voilà, C'est regardez un peu le côté vraiment très old Ah, school. merci beaucoup. Où on a ce côté voilà en très 3D, mais vous voyez quand même c'est un peu vieillot parce que voilà un peu bande dessinée. C'est Mais c'est ce côté un peu vieillot de jeu qui est Non, qui là, a voilà cet une effet idée au bras tout à un fait peu. particulière. Ouais. Hein. Et il sortirait cette année. Ah ouais, Ouais. d'accord, donc c'est vraiment road Ah trip oui. de ouf, Ouais, quoi. c'est road trip et c'est très ambiance ouest américain parce qu'en fait il y a toutes les voix des personnages. Vous savez, c'est des voix un peu exagérées, c'est du surjeu, genre vraiment un peu l'accent forcé et c'est très très cool. Voilà. ça a l'air Et stylé. aussi, je voulais juste revenir, c'est juste un petit bonus. C'est un jeu mobile également disponible sur tablette qui s'appelle Unmaze. Et en gros, il a été développé avec Arte. Ah, Et en gros, ouais. c'est un jeu qui est librement inspiré de la mythologie grecque et notamment du mythe du Minotaure. Unmaze, en fait, propose aux joueurs d'incarner Ariane, très bien, dans sa quête, en fait, pour sauver Astérion et Thésée, deux jeunes hommes livrés à eux-mêmes et les guider, en fait, hors du labyrinthe. Et voilà, c'est un jeu mobile qui est super bien fait et pour le coup, on voit aussi les artworks sont très très chouettes. Donc, big up à eux. Et voilà, c'était la fin de cette chronique avec le petit plaisir, aussi jeu mobile. Eh bien écoute, une chronique qui fait vraiment plaisir. Merci beaucoup K.O. de nous avoir parlé de tous ces jeux noirs et Trop bien, blancs. les Vous avez jeux. tous eu un jeu noir et blanc qui vous a marqué beaucoup. On citait Mad World justement Oui, dans Oui, le chat. J'ai hésité à en parler, aussi, oui. voilà, qui Ah, il y en a beaucoup. lui est Évidemment. un peu plus violent, mais il y a Ouais, du sang dans Mad World. Hein, il me Ah oui, semble. oui, oui, Du rouge pour Il le y a du sang. rouge pour le oui, mais sang. regarde, il y avait du rouge aussi. Mais Oui, il y a l'idée du bleu est dans les yeux. Oui. exactement la même. Merci beaucoup K.O. Le plaisir. On enchaîne avec le reste de l'actualité. En bref, avec Lox, c'est parti. En bref, de l'actu de nos jours, qu'est-ce que nous avons? On va parler un peu d'Xbox encore. Oui, avec, bah oui, bah. Ouais, avec. Tu sais, on fait le oui. suivi de la news, évidemment. Ça Évidemment. fait plusieurs semaines qu'on vous en parle. Hier, on était le 4 mai. Le 4 mai, c'est May the 4th. Et justement, pour l'occasion, ça faisait quelques temps que le compte Xbox France sur Twitter nous avait teasé des coordonnées GPS qui nous envoyaient à Châtelet. Qu'est-ce qu'on retrouvait à Châtelet? Eh bien, un magasin Lego. Et forcément, hier, à l'occasion du May the 4th, ils ont révélé justement cette exposition éphémère donc, qui a lieu à Paris. Excusez-moi, j'ai dit Châtelet.
Châtelet, sans préciser exactement la localisation, Châtelet de Paris. Et donc, cette fois-ci, on a pu donc découvrir tout ce qui s'y tramait, qu'est-ce qu'on peut y retrouver avec cette expo. Vous avez peut-être déjà vu passer Ils ont taffé, quelques hein. photos Il y a sur eu du Twitter. taf. Hein. Ils ont plutôt bien Il y a taffé, du puisqu'effectivement, ils Elle est ont belle, hein. construit la plus grande Xbox Series S au monde. On peut la voir d'ailleurs justement en image, si jamais, quelque chose de très grand. Alors là, comme ça, vous allez me dire, ouais, ça va, bah mettez-vous devant, Ça à va, côté. ça va rien du tout, ça fait la taille des fenêtres derrière. Voilà, c'est ça. Mais c'est surtout, on voit pas tous les détails, les petites pièces Lego, quoi. Et justement, Rikiki. ça va Mais si la loin. manette, elle est Ça va si incroyable. loin Elle est que vous magnifique. pouvez même ouvrir la console pour aller y jouer à Lego Star Wars, saga Skywalker, tout Ouais, c'est une directement. console qui À fonctionne. l'intérieur, Ouais. c'est une vraie console qui fonctionne comme les autres d'ailleurs, j'ai envie de dire. Comme le frigo. Elle fonctionne. Le frigo fonctionne aussi. Mais justement, pas mal de choses. Cette console d'ailleurs est à gagner. Oui, vous pouvez remporter cette What console. the Attends, fuck, Si sérieux qu'est-ce vous que je m'en trouvez, fous. si vous trouvez le nombre de Lego qui j'adore la ces jeux. constituent, Ouais. voilà, j'ai le Rayman, juste Rayman, prix. le jeu. Il y a un juste Tu la prix. mets où? Oui, vous pouvez dormir dedans, vous pouvez jouer dedans, vous faites absolument Après, ce que tu vous me voulez. diras, c'est la taille d'un studio parisien. C'est complètement la taille de beaucoup de studios parisiens, même à Châtelet, je pense que tu montes les premiers appartements, les chambres de bonne ne doivent pas être plus grands que ça. Donc voilà, toujours la possibilité de la gagner. Et en plus de ça, vous avez plusieurs tentatives. Tout ce qu'il vous faut, c'est de tomber sur le chiffre juste du nombre de briques qu'il a fallu pour la construire. Donc voilà, bon, évidemment, il n'y a pas que ça. On retrouve également des copies exactes à échelle humaine, j'ai envie de dire, de R2D2, mais aussi de C3PO. On retrouve aussi un X-Wing. Alors, il y en avait eu un d'ailleurs à la, Levallois. à la mairie de À la mairie de Levallois. Levallois. On tout à pouvait fait. même monter dedans. On pouvait monter J'avoue, dans c'est ce vrai. fameux C'est vraiment vaisseau. très chouette. Hein. Donc voilà, consécration en tout cas, plus ou moins. C'est ouvert et disponible jusqu'au... attendez que je vous redonne la date que je croyais avoir notée, mais non, mais je crois que c'est jusqu'au 10 mai. Hein. Si je dis pas de bêtises, c'est du 4 au 10. Donc voilà, il y a quelques jours, s'il y a des gens qui sont de passage sur Paris, vous savez où est-ce que ça se trouve, grosso modo. Bisous à Gizus qui nous dit en 2022 chez Xbox, il y a des Lego, des frigos, mais toujours pas de jeu. Merci. Évidemment, beaucoup. On va On peut pas être passer. sur tous les fronts, mon ami. Est-ce qu'on peut, avec ce qu'on a actuellement, on va parler un peu d'Unreal Engine, ce moteur incroyable qui rend évidemment tous les jeux mieux. Non, mais c'est incroyable. Bah ouais, il rend tous les jeux mieux, il rend tout réaliste, effectivement. Alors parfois, même jusqu'à en avoir peur. En attendant, ça ne faisait pas peur à Juan Link, un fan qui s'est littéralement déterminé à aller reproduire certains des environnements, justement, de Zelda Ocarina of Time. Donc on y retrouve le lac d'Ilia ou encore le village Kakariko. Voilà, avec des textures telles qu'on ne les a tout simplement jamais vues. On a 2 vidéos qui reviennent là-dessus. Alors, il s'est exprimé justement à ce sujet en disant écoutez, le but était donc de réimaginer les différents environnements. Il montre comment il fait. Ah oui, il montre tout le mapping, il explique tout vraiment c'est au très cool. détail près. C'est hyper fin tout ce qu'il a fait. Donc, il y a même 2 vidéos, la deuxième où il nous montre. Là, on reconnaît le village. Ça a l'air si Incroyable. simple. Ça a l'air si simple. Ça a l'air seulement. Ouais. On imagine bien, on se doute bien. Vous allez voir, il y a plusieurs prises de vue avec les perspectives où il remonte les plans. Donc lui, ce qu'il disait, donc oui, il essaye donc de réimaginer donc les différents environnements qu'on connaît déjà dans le jeu, mais cette fois-ci avec comme si tout simplement ils existaient dans la vraie vie. Alors il prévoit d'ailleurs d'illustrer chacun de ces environnements avec des cinématiques, comme on peut le voir. Et alors bon. Il n'est pas développeur, ok. Lui, c'est vraiment l'artiste, le machin. Ouais. Mais il est actuellement tout de même en train de prendre le temps d'apprendre à coder, justement pour que le personnage puisse être jouable et qu'il puisse vous montrer les environnements avec une vue à la 3e personne, un petit peu comme le fait si bien le titre. Du coup, énorme GG à lui. Tout le monde l'a félicité. On est tous c'est magnifique. C'est les environnements génériques, on dirait. On dirait random game, mais ouais, c'est Unreal, c'est incroyable ce qu'il est capable de pondre. Et lui, sa véritable ambition dans tout ça, et pour son avenir professionnel, en tout cas, ce serait de devenir vraiment l'un des plus grands artistes de son époque. Et visiblement, il est plutôt en bonne voie. Écoute, franchement, c'est pas simple du tout de faire ce qu'il a fait. Ça représente un travail de malade et ça ouvre une véritable nouvelle perspective dans le domaine artistique, justement. C'est ces personnes qui ne font pas juste des dessins ou des animations traditionnelles, mais commencent à rentrer dans l'animation 3D ultra réaliste et réinterprètent certaines scènes mythiques de nos jeux vidéo dans
ce qu'on pourrait limite appeler un court-métrage. Désolé, Oui, mais ouais. vraiment, Ouais. on est limite là. Et c'est assez bluffant, tout de même. Je pense que vous êtes bluffés aussi ici. C'est Personne incroyable. sans voix. Ouais, incroyable. Vraiment, Bah, c'est incroyable. C'est de l'orfèvrerie, les Jamais- gars. Il n'y a pas d'autre Jamais mot à je ce souhaiterais niveau-là. que mon Zelda ressemble à ça, personnellement. J'espère qu'on n'arrivera jamais. Oui, mais c'est pas Mais, le mais c'est but. un film, Oui, c'est un ça. film Ocarina of Time Lui, devait c'est- sortir, j'aimerais qu'il ressemble à ça, tu vois. Exactement. Mm. C'est plutôt dans. Et c'est ça que quand à un moment il le Ah, dit c'est bien. en tant que réalisateur, parce que lui, il se voit comme un réalisateur lorsqu'il est sur ce projet-là, puisque voilà, c'est vraiment des cinématiques qu'il veut C'est lui mettre. qui fait oui. Ça donc- sent, Et ouais. la Ouais. reproduction d'environnement uniquement. Donc c'est vraiment pas, c'est pas pour vous faire un jeu vidéo, c'est pas pour vous mettre un Zelda Ocarina of Time, surtout, en mode ultra réaliste où tu refais tout le jeu. Non, lui c'est vraiment cet aspect de retrouver les environnements qu'on connaît bien, mais avec tels qu'on les a jamais vus, tout simplement. Alors, ce qui est important, c'est réaliser seul et avec un seul Oui. moteur graphique. Attention, cela dit, à la musique, car je pense que les DMCA ne ouais. vont Et pas. hop Et là. puis, tout comme Faire Nintendo qui, à tout moment, peut aussi lui tomber Oui, dessus. Mais en attendant, son talent est reconnu et on l'a vu et on le félicite, évidemment. Ouais. On va parler un peu d'Evil Dead, le jeu qui a un drama par jour. Oui, c'est vrai ça. C'est complètement vrai. Et il en a un nouveau aujourd'hui. C'est pour ça qu'on vous en parle. Vous le savez, le jeu est censé sortir le 13 mai prochain, soit dans moins de 10 jours, grosso modo, sur toutes les plateformes. On le rappelle, PC, PS4, PS5, Xbox One, S, X, tout ce que vous voulez. Et Nintendo Switch. Eh ben non. Eh ben non. Eh ben non, il a été reporté à une date indéterminée. D'ailleurs, c'est sur le site officiel du jeu où on retrouve sa fiche caractéristique pour la Nintendo Switch et on voit que la date de sortie, de parution en tout cas, a été modifiée. Date de sortie qu'on peut lire à venir. Voilà, toujours pas de date, on ne sait pas ce qui s'est passé, aucune communication Oh non. officielle. Quoi qu'il en soit, si vous attendiez Evil Dead The Game Ah oui, sur la Nintendo Switch, pourquoi faire j'attendais trop. Attendez, ça. Ouais, vachement. Non. Ah bah oui. Ken Non, non, je m'en Ken fous sur complètement. Evil Dead. Oui, bien sûr. Je m'en fous. Moi, j'ai le- Et sur Arceus, il y a du ray tracing aussi, ouais. Non, vraiment pas. Mais pour le coup, non, pas de. Désolé, je suis Ken. trop triste. Ouais, bah. Ça me. Va devoir. c'est le- Attends, c'est pas L'arme. foutu pour foutu. Hein. Ah On ouais va bien y avoir une date qui Ça me sera rend- déterminée ça un me rend jour. encore plus triste comme annonce, le fait que ça puisse voir le jour quand même. Je m'en excuse. C'est terrible. Je vais passer peut-être à une news un peu plus folklore. Je Vas-y. sais pas, en tout Bah cas, oui. est-ce que vous l'attendiez ou pas du tout ici? Pas du tout. Le film et tout, ça vous parle pas du tout? Curieuse, Ah, mais sans chaîne de plus, Evil Dead. Non, bon. Moi, j'adore. Ah, bon, Et je suis seule et fière. De toute façon, j'aime toutes les licences mal aimées, on le rappelle. Euh, Populaire, quand même. Mais non. on va passer sur une anecdote que tu aimes parce que ça va concerner Nintendo. D'ailleurs, je vous l'ai pas mis dans les news, mais on aura peut-être un dossier Nintendo qui va sortir parce que là, on a beaucoup de Oh. choses qui sont sorties, des Ouais, choses de petits pas très dossiers. glorieuses Dossier, concernant Nintendo. Petit dossier assez. Ouais. Évidemment, c'est Mhm. c'est à charge. On prépare ça peut-être pour la semaine prochaine. On Oui. est en train de voir, on est en train de blinder un peu le dossier avant ça. Mais là, Avant l'histoire ça, est plutôt belle que Et tu vas nous là, raconter. c'est. Alors, plutôt belle, c'est un combat, j'ai envie de dire, haletant, en tout cas, une bataille qu'a dû mener Régis Fils-Aimé, cet Américain, contre justement les grandes têtes japonaises de Nintendo. Des anecdotes qu'on apprend justement grâce à son livre autobiographique, Disrupting the Game, avec cette petite phrase en dessous qui nous dit bien du Bronx au sommet de Nintendo. Oh Hein. là là. Et en vrai de La vrai, success story à Ça aurait été- l'américaine. ça aurait été beaucoup plus thug si c'était From Compton to Nintendo. Mais bon, bref. Les vrais savent que Compton, c'est là où c'est vrai. Bref, on revient justement sur le sujet où voilà, son livre vient de sortir il y a quelques jours et littéralement, ça regorge d'anecdotes croustillantes. D'ailleurs, on a eu quelques news qui sortaient concernant son avis sur la Game Boy. Mais là, c'est pas le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. C'est qu'il évoque justement sa proposition auprès de Satoru Iwata, on le rappelle, l'ancien président de Nintendo, et également Shigeru Miyamoto, qui avait lui pour ambition d'inclure Wii Sport dans un bundle à la sortie. Sauf que là, Nintendo, ils ont vu son message, ils ont fait pardon, Nintendo ne donne pas son précieux contenu gratuitement. Mhm.
Genre, qui tu nous as pris De la pour gueule qui là? T'as cru que c'était le SAMU? Genre non. Comme il nous dit, donc nous travaillons dur pour créer des expériences spéciales. Ce sont des logiciels uniques qui motivent les consommateurs à acheter nos consoles et nous nous attendons donc à vendre ces jeux sur une longue période de temps. Non, nous ne devons pas faire un pack avec Wii Sport dedans. Ouais. C'était les mots donc de Satoru Iwata en réponse. Iwata. Iwata. Pardon, C'est vrai, Iwata, c'est qui? J'en connais un. Personne. Il y a pas un personnage qui s'appelle Itawa dans quelque chose. Mon avatar. C'est presque la capitale Second Life. du Canada. Voilà. Putain, On est pas loin. En tout cas, voilà, c'est la réponse qu'il s'est mangée, mais ne vous attendez pas à ce que Régis Fils-Aimé lâche l'affaire. Il a donc rétorqué avec d'autres arguments en disant non mais vous n'avez pas compris, le but de la Wii c'est de porter le gaming et son marché qui sont juste alors assez niche vous avez pas à compris. quelque chose de large. Vous n'avez pas compris ce que vous êtes en train de faire, en fait. C'est vous qui le faites, vous le faites pour ça, mais Mais vous vous ne comprenez l'avez pas pas que vous êtes compris. en train de le faire pour ça. C'est quand même assez hallucinant. C'est complètement C'est pas comme s'il y improbable. avait un fucking précédent qui s'appelle la Game Boy et Tetris, bordel de cul de bite, et c'est exactement la même histoire. Il a fallu que ce soit un Américain qui aille expliquer à Nintendo que c'était important de mettre Tetris et un câble Link dans la Game Boy pour la vendre mieux. Tout à Résultat, fait. le mec a eu 100% raison. Sur la Wii, il a eu 100% raison. Il n'y a que les Japonais qui ont acheté Wii Sport à part. Bah c'est ça. Bah du coup voilà, c'est vraiment la réponse elle était quand même assez incroyable. Vous pouvez vous douter, il a réussi donc dans un premier temps à convaincre Satoru Iwata, sauf qu'il fallait quand même convaincre derrière aussi Monsieur Miyamoto. Bah oui. Et c'est au cours d'une réunion où justement il lui a quand même balancé ce fameux non, vous ne comprenez pas vous-même. Alors aucun de vous ne comprend le défi qui exige de créer des jeux auxquels les gens vont aimer jouer. C'est quelque chose que nous pouvons constamment, enfin que nous nous forçons justement constamment à faire. Nous ne donnons pas nos jeux. Donc malgré tout, était Non, mais c'est bien jusqu'au sûr. point où, comme vous le savez, hein, malgré les désaccords, après plusieurs mois de débats houleux, Wii Sport sera finalement inclus dans un bundle Yes. sur le marché européen, C'était très occidentaux bien, même, ouais. pas seulement européens. Mais comme tu le disais, malheureusement tout de même vendu à part pour les Japonais qui, Ouais, eux, ont dû Japon, acheter Japon. ça. C'est pas notre problème. Et Exactement. vraiment, on le rappelle, il y avait donc le Wii Play avec toute cette compile de mini-jeux et c'était juste un moment où il se disait alors à la limite, on peut rajouter Wii Sport dedans. Et lui qui était en train de réexpliquer oh les gars, là il y a une expérience complète avec un vrai jeu, là vous mélangez tout. Enfin, ça avait l'air Part quand avec même quelque assez chose, quoi. difficile. Ah oui. Assez difficile, on le rappelle, Wii Sport ça s'est quand même écoulé à 80 millions d'exemplaires. par Oui, la suite. grâce au bundle, évidemment, que ça prend en compte les 80 millions de Switch occidentales Exactement, vendus. ça fait. C'était bien. Quelle histoire, quelle histoire. En tout cas, écoutez, à voir. Moi, je vais peut-être me le faire son livre, regarder quelles sont les anecdotes les plus croustillantes. Et vous montez un dossier à charge contre Nintendo. Oh là là, il a dit ça. Ah, mais vous savez pas ce qu'il a écrit. Oh là là, Oh là c'est pas là. ce que j'ai appris. Non, mais attends. C'est des bâtards. Non, bien sûr, on ne dira pas de tels propos. On va passer à Crysis 4. Crysis 4, oula, Crysis oui, 4, ça les gars. existe, Mais on en avait parlé, il y a encore- Crysis. il y a encore un projet. Est-ce que vous vous rappelez de Bah oui, Crysis, bien son sûr, bien dernier sûr. Crysis? Moi, je l'ai fait sur 360. Oh oui, C'était, moi, je me euh, souviens euh, très bien. Ouais, à l'époque, Halo et puis Crysis à côté. Eh bien, écoutez, on le rappelle, il y a quelques temps, on nous a annoncé le retour de Crysis Ouais. avec un Crysis 4. Alors bon, forcément, pour le moment, on n'a aucune information, on dispose de rien, et c'est tout à fait normal, puisqu'on vient juste d'apprendre sur Twitter qu'ils viennent à peine de trouver leur Game Director. Alors, le Game Director, on le rappelle, pour ceux, ça va suivre avec la news, puisqu'on va revenir sur les métiers. Game Director, c'est la personne qui, grosso modo, s'occupe de la partie créative dans les jeux. Et bien là, ils n'ont pas recruté n'importe qui, puisqu'il s'agit de Matthias Engström, qui est donc l'ancien directeur d'IO Interactive, qu'on a pu retrouver sur des titres comme Hitman 3. Hitman 3, on le rappelle, qui a quand même mangé un petit 90 sur Metacritic, avec beaucoup de qualité De en ouf. termes de level design, mais aussi de gameplay assez permissif. Du coup, je ne sais pas si Crysis est un titre que vous attendez, mais visiblement, il semble plutôt être entre de bonnes mains. Ouais, bah écoute, tant mieux, j'ai envie de dire, qu'ils prennent leur temps pour nous sortir Complètement. un jeu complet et efficace. Ça fait plaisir de voir que le projet n'est pas abandonné et toujours en cours de. C'est vrai que c'est, C'est- à date, c'est pas. Alors, je veux dire, quand tu annonces un retour de Crysis, c'est pas non plus
l'hécatombe, c'est pas méga sexy. Ah, il y a une époque, ça Mais- l'était, hein. Ça a Elle bien était, il y a marché. une- C'est Reza qui était très content de Ouais, Crisis, hein. je sais, on était les deux seuls à Oh. être très contents. Voilà. Mais parce qu'on a kiffé notre 360, c'est tout. C'est Eh pas oui. grave. Mm. Suri aussi, non? Je suis pas fan du gameplay Halo, Crysis, de ce genre de gameplay dans les FPS, donc je suis pas forcément très hype. Ken, je Ça pense répond. que- Moi, voilà, les jeux de tir à la première personne, tu sais Tu sais très que bien si ce je que te j'en posais pas la pense. question, c'est pas pour te skip, mais tout Mais, simplement puisqu'on. Je suis pas assez calé pour répondre sur la hype. Tout ce que je sais, c'est Crysis. C'était le jeu qui me faisait beaucoup rigoler parce qu'il faisait brûler les PC de mes amis. J'étais là, alors j'avais des potes qui investissaient des fortunes dans leur ordinateur pour finalement pas faire tourner le jeu. Et moi j'étais sur ma Game Boy Advance et je rigolais. Voilà. Déjà à l'époque, il touillait. Voilà, et j'étais là. Tu sais, moi j'avais terminé mon jeu pendant que lui essayait d'installer Ah, mais encore il était- le sien. Je fais, il c'est était- bien il les était gaming lourd, sur hein. PC, c'est vraiment très cool. Je constate que Ah, mais il était des vraiment années plus lourd, tard, hein. rien n'a changé. Et t'avais des scènes vraiment où tu sais, tu Vraiment glissais formidable. comme ça, tu tombais du building, tu glissais et tous les effets et tout. C'était incroyable déjà pour la 3.6. Enfin bref. En tout cas, voilà, ravi de savoir qu'on a des grands noms qui s'y trouvent. Et on va enchaîner avec la prochaine actualité parce que j'étais en train de vous expliquer, mais est-ce que vous savez ce que c'est qu'un game director? Mais est-ce que vous connaissez justement en soi, quelles sont les tâches, quels sont véritablement les métiers derrière tous ces noms qu'on balance, UX designer et je ne sais pas quoi. Bon, compositeur musical, j'ai envie de dire, ça va, vous arrivez quand même à cerner. Ah non. Tout. On est dans la profession Logs, donc évidemment nous ça va, mais Non, peut-être mais c'est vrai, vraiment c'est pas. pas clair Non, pour beaucoup de c'est monde. vrai. Vraiment Le pas- sujet est là, ouais, qui arrive. C'est vraiment pas bien. clair. Et puis même quand on arrive à se dire, ok, le game director, il s'occupe de la créativité, mais concrètement, à quoi ressemblent ces journées? Comment s'érigent toutes les tâches auxquelles il doit Mais faire surtout, face? voilà, et à quelle personne il doit en fait parler toute la journée, et ces personnes doivent établir un lien avec encore d'autres personnes. Enfin bref, c'est une fourmilière qui est juste énorme. Donc, ouais. Exactement. Avec voilà, plein de consensus qui passent de Mhm. part et d'autre. En tout cas, voilà, on peut s'imaginer que tout l'acheminement de production d'un jeu vidéo est assez complexe. Et justement, France Télévisions a décidé de vous faire aller découvrir ces métiers du jeu chouette. vidéo Mhm. avec une série de documentaires donc, qui va présenter donc, tous ces métiers. Alors, une série qui ne sera pas diffusée sur les chaînes de télévision, mais qui sera directement diffusée sur le site officiel du service public. On Let's go. connaît France TV / tout ça. Vous allez dans la catégorie série play. Ah, ah, ah. Très drôle pour les métiers du jeu vidéo. Et voilà, donc ce qu'on en sait actuellement, c'est qu'elle a été écrite donc, par Matt Giordano et réalisée par Julian Fenon, avec Ismaël Geoffroy Chordouti, qui donc présente donc, 5 épisodes de 11 minutes dans lesquels on va donc rencontrer plusieurs profils, des professionnels directement dans leur milieu professionnel. Aussi simple que ça, et au moins ça vous donne une idée de ce à quoi peuvent correspondre certains métiers assez propres. Et si vous voulez une idée de ce à quoi peuvent servir les métiers liés aux jeux vidéo, à l'époque où Omen était partenaire de cette émission, on a fait une tonne d'interviews de C'est vrai. personnalités venant du métier du jeu vidéo ou utilisant les métiers et le jeu vidéo dans leur propre métier. Voilà, ces interviews sont à redécouvrir évidemment en replay Replay sur sur la YouTube. chaîne Le Il y a également aussi petite promo pour Adibou qui lance sa série sur YouTube qui s'appelle En Studio, où justement il va interroger et découvrir Oh, c'est top. exactement les différents studios français. Ouais. Et après, voilà, il n'y aura pas tous les aspects non plus qui vont être développés, mais juste certains métiers qui seront du coup très exploités, super intéressants. Ce sera à peu près des formats de 10-15 minutes, pareil. Je vais lui demander de nous en parler dans le lunch, tu vois. Ça La première m'intéresse. vidéo sort vendredi. Ok. demain. Let's go. Let's go. Allez. Impeccable. C'est Trop parfait. prêt. Trop bien. Nickel Chrome, on finit avec On One réenchaîne Piece. cette fois-ci avec One Piece qui s'invite Oh, dans oui, tous l'image nos est transports. incroyable. Bah ouais, Ah ouais attendez, j'allais pas ne pas vous en parler quand même. c'est quand même. cool. Ah, comme alors, je suis désolée, je sais aujourd'hui, je m'excuse au nom de tout le reste de la France, puisqu'on a quand même 2 actualités qui se déroulent uniquement sur Paris. Sachez qu'on le regrette, nous aussi, on aimerait que ce soit On regrette partout. de vivre ici, croyez-nous. hein. partout. Vous méritez tous, évidemment. Mais cette fois-ci, voilà, l'occasion du 25e anniversaire et de la sortie plus particulièrement du tome 101 de Bah One ouais. Piece. Bah Oh, Ils ont ouais. mis la max, Glénat. Eh la ben, vache. ils ont mis la max, comme tu le dis, puisque pour la première fois, avec votre Navigo, vous allez vraiment pouvoir naviguer dans la gare de Montparnasse. Donc ça, c'est plutôt une bah tiens. bonne chose. Mais Ah. j'y vais demain. Oh, vas-y, let's Eh go. bah Moi, je voilà. suis dégoûtée. Je suis rentrée à Montparnasse, ils l'ont fait le lendemain. J'ai dit, Ah ouais
Et que je prendrai le temps pour regarder un petit peu demain. On verra les photos. Montparnasse, il y a... Ça sera en duplex. À la sortie de la gare, il y a un excellent resto de tonkatsu. C'est vrai. Je vous conseille. Je note. Absolument merveilleux. Je tiens juste à signaler que Yann Couvreur est à Montparnasse maintenant. C'est un très bon pâtissier. Vous pouvez prendre une Il y a une pâtisserie. couleur excellent. Voilà, et pour les ramener chez vous. Ah, Ça, c'est l'époque À riche, côté ça. de chez moi, j'y vais pas. Mais tu sais que par contre, vraiment, no joke, hein, le 15e arrondissement de Paris, les meilleurs japonais à mes yeux. Voilà. Et- Il y a- C'est Ouais. peut-être. si, ouais. C'est pas moi qui le dis, c'est Robuchon. Ah ouais. Et Il le qui disait repose alors. en paix. Évidemment. En tout cas, on revient justement là-dessus jusqu'au 10 mai. On va pouvoir donc observer la plus grande fresque jamais réalisée pour la série, en fait, tout simplement. Quand même, 135 mètres voilà, dans le Waouh. couloir du métro. Pardon. C'est astronomique, ça fait trop plaisir. Quoi C'est immense. C'est immense. Ah, mais 135 clairement, On 135 peut voir mètres, les images en t'as les grand, là, t'as 50, t'as la photo en grand, tu peux nous la 50 zoomer là héros Ouais, j'avoue, parce que de bon. One Piece qui sont là. Vas-y, on y retourne. Je vous rappelle, un manga sûr à 16h30, on en reparlera un tout petit peu, mais ouais, c'est assez- Ne faisons pas l'émission avant l'heure. Bien Pardon. entendu, bien entendu. Mais oui. bon, Ouais, 100, mais là, 101. Non, c'est c'est trop cool. big pour passer à Oh, côté. waouh. Et puis, Waouh. vraiment énorme. Ah ouais. Vraiment juste énorme. Donc voilà, si jamais vous êtes de passage ou quoi que ce Ah soit. oui, c'est côté le grand tapis roulant là. Ok. Le nombre de personnes qui ont passé devant ces fresques et se demander qui sont tous ces Mais personnages. qu'est-ce que c'est que ça Oh, il y a encore des artistes là qui ont fait des dessins bizarres. Ils ont encore fait des graffitis dans le métro, je comprends Oh, pas. je ne comprends pas cette exposition. Le chat a raison, on a trop de discussions de parigo, on s'excuse hein, évidemment. Pour ça va, tout je ça, l'ai fait je vais déjà moi-même déchirer la fresque et la rapporter à Vierzon ce week-end. Voilà, tu vas à Vierzon ce week-end Je vais à Vierzon ce week-end. Embrasse ma région. Allez Tu vois, c'est juste à côté de Tours. Bah oui, c'est Voilà. à côté de Tours, je connais très bien. On termine avec les joyeux Et anniversaires. on termine avec notre Happy Birthday puisque oui, aujourd'hui, on fête les 16 ans d'un grand Metroid Prime Hunters qui est, on le rappelle, sorti sur Nintendo DS. Donc voilà, Happy Birthday, ça fait Joyeux toujours anniversaire. plaisir. Et aujourd'hui, ce n'est pas seulement l'anniversaire de Metroid Prime. J'ai vu Suri me regarder en mode et moi. Oui. Il y a aussi l'anniversaire d'un vieux monsieur qui fête ses 30 ans aujourd'hui, mais qu'on n'oublie pas, puisqu'il a été responsable de l'une des plus grandes innovations dans l'histoire du FPS. Oui, on parle de Wolfenstein 3D qui fête ses 30 ans. Lui aussi, quel BG. Voilà. Magnifique, absolument somptueux. Et oui, il y a deux FPS hein, quelque part. Metroid Prime Hunter en était un aussi, un innovant avec son système de déplacement au stylet. C'est vrai Sur qu'il a DS. innové lui aussi, finalement, Ouais. dans sa. Ouais, t'as raison. Bah, on va dire, il faisait avec les moyens du bord et les cahiers des charges Nintendo. hein. C'est ce que j'appelle l'innovation par le bas. Voilà, c'est-à-dire. Par le nivellement Il essayait de faire ce qu'il pouvait. Voilà, Le exactement. pauvre. C'est-à-dire, tu as un cahier des charges à respecter, donc tu es un peu obligé d'innover pour faire avec les contraintes que l'on t'impose. Merci beaucoup, Lox. Avec On plaisir. va pouvoir enchaîner avec l'immense dossier du jour. C'est Suri qui va nous parler de l'évolution des FPS à travers les âges. On va passer sur 30 ans d'évolution du genre. C'est parti. 30 ans d'évolution du FPS et même peut-être un peu plus de 30 ans à l'occasion de l'anniversaire de Wolfenstein 3D aujourd'hui qui fête justement ses 30 ans. Le FPS a évolué hein, entre justement Wolfenstein, peut-être c'est on va dire préquel avant Wolfenstein et aujourd'hui, à savoir Call of Duty, puisqu'il n'y a plus qu'un seul FPS aujourd'hui, c'est Call of Duty. On va voir un peu. Là, tu vas trigger tout le chat. Fais attention, il a mis son t-shirt. C'est Oui. vrai, c'est vrai. Oh, Ouais. c'est- Oh. c'est Ça Call va, of- c'est c'est Call rien, of Duty, c'est code, c'est Call of ouais, Duty c'est avec des pouvoirs. C'est Call of Duty en mode cartoon. Là. C'est Call of Duty cartoon. Parle-nous un peu de tout ça, s'il te plaît, Suri. Ah oui, déjà, je salue la magnifique passe D de Lox pour ce Wolfenstein 3D qui est effectivement sorti le 5 mai 92 et développé par ID Software. Ça fait quand même 30 ans. Alors, dans le chat, on nous dit oui, c'est pas vieux, etc. Pour nous, c'est vieux. Hein, ça a 4 ans de plus que ce que j'ai là maintenant. Mais, Donc voilà. 30 Mais, ans, 30 ans quand même. Il y a plus de 30 ans ici. Non mais attendez. Ce qui est vieux pour un jeune ne l'est pas pour une personne. Attendez, faut tout vous expliquer franchement. L'évolution. Non mais il y a un Toute moment. l'évolution Faites gaffe dans le de chat. Elle a développement. parlé- Burger qu'une semaine c'est très vieux, sachez-le. Faites gaffe dans le chat parce qu'elle a parlé de pendaison, de brûler, Ouais, brûler tout. c'est Donc vrai. là, faut pas l'embêter. J'ai joué à ce jeu à la sortie et je ne savais pas qui était ce monsieur sur les tableaux.
Et moustachu, monsieur. Qu'est-ce que c'est que c'est qui ce monsieur? Pourquoi il est partout? Ah là là. Terrible. Non, effectivement, le FPS, malheureusement, n'est pas né avec Wolfenstein 3D, mais Wolfenstein 3D a contribué à définir les critères qui allaient faire le FPS qu'on connaît aujourd'hui. Donc, ça a commencé quand même en 74, ça remonte encore un peu plus loin. C'était la NASA, à ce moment-là, qui avait travaillé sur le domaine avec Maze War. On avait deux ordinateurs qui étaient connectés et en fait, on avait tout simplement la possibilité de se mouvoir dans un labyrinthe et il fallait bien sûr tuer son adversaire en lui tirant dessus. Premier Donc, mapping couloir. c'est ça, premier mapping couloir, et c'était la première fois qu'on avait l'utilisation d'une vue subjective avec la composante de tir, et il a fallu attendre quand même 6 ans pour qu'en 80, l'arcade commence à se réintéresser à cette vue subjective. Alors, on avait des productions qui reprenaient les principes du shoot 'em up, qui est un peu aussi, dont l'essence va être récupérée dans les FPS plus tard. Et avec notamment Battlezone, où on était aux commandes d'un tank, et là, on se retrouvait à affronter des ennemis vectoriels, et on commençait à voir apparaître le viseur au milieu de l'écran. Pour nous, c'est tout à fait logique, c'est habituel. Et c'est la première fois que ça commençait à être vraiment défini. On ne pouvait pas le bouger véritablement, mais au moins c'était déjà les premières introductions. Ensuite, on a eu différents titres qui ont continué d'alimenter un petit peu ce genre, et notamment sur les éléments de gameplay du futur Wolfenstein 3D. On arrive en 91, ID Software commence déjà à plancher sur le sujet. On est notamment à l'époque des shareware, donc des espèces de démos, et ensuite tu payes pour avoir le jeu, etc. Et on commence déjà à s'y intéresser avec Overtank sur PC, qui était là aussi dans l'impôt d'un char d'assaut. On était dans des niveaux qui étaient très plats et qui étaient assez linéaires. Vous le voyez, le viseur en plein milieu de l'écran, et on devait donc secourir des gens, puisqu'il y avait aussi des monstres. Et c'était aussi une des premières fois où on devait appliquer le viseur pile sur l'ennemi pour pouvoir le tuer. C'est vraiment très basique quand on se dit là maintenant comme ça, mais à l'époque ça commençait déjà à être révolutionnaire. Donc on avait la vue subjective, on avait le viseur, le fait d'aligner tout ça, et on a continué à développer parce que forcément les niveaux étaient un peu fades visuellement et le scénario il restait assez pauvre. Alors ils ont testé autre chose, ID Software, ils sont allés encore un peu plus loin avec Catacomb 3D qui a suivi cette année-là. Ouais. Et pour le coup, là on contrôlait un mage cette fois-ci. Et là-dedans, ça se spécialise de plus en plus côté ID Software. Ils commencent vraiment à développer des textures pour les différents murs, à avoir davantage de monstres. Et on le voit, c'est aussi la première fois qu'on voit apparaître cette main. C'est-à-dire notre arme, finalement, qui est présente sur l'écran. Elle ne le sera pas présente de manière H24, vous le voyez, elle disparaît quelque temps. Mais c'était là où on commençait à vraiment avoir les bases. Et c'est là où, on n'est pas forcément sur des succès commerciaux, mais ID Software se dit on va continuer de bosser là-dessus parce qu'il y a un truc à faire, il y a un potentiel. Et c'est là où on arrive à Wolfenstein 3D qui arrive donc le 5 mai 92. Et là, ça va être assez incroyable parce qu'il va marquer par plusieurs choses, notamment son gameplay. On le voit là dans tout ce que je vous ai présenté, c'est un gameplay qui était lourd, c'est lent. Ouais. Et là, Wolfenstein 3D, ils arrivent avec un gameplay qui est ultra nerveux pour l'époque, et ça a changé complètement la vision des gens. Alors, c'est pas la première fois d'ailleurs que l'univers de Wolfenstein avait été développé, parce qu'il y avait également du Wolfenstein qui avait été fait un peu plus tôt en 81, puis en 84 avec Castle Wolfenstein, puis Beyond Castle Wolfenstein, développé par notamment Muse Software. Mais vraiment, quand ID Software se met dans la danse, là, on a des fans de jeux d'action, de RPG, qui ont un penchant même pour le métal et ses thématiques qui sont parfois sombres, et il y a un mélange qui s'opère. En gros, quand on arrive dans Wolfenstein 3D, il y a toutes les composantes du FPS qui vont s'assembler. On a la vue subjective, on a un moteur de jeu qui rend fluide et très nerveux le gameplay, on a la présence de l'arme en bas de l'écran, plusieurs armes, parce que ça c'était aussi quelque chose de différent, le pistolet, la mitrailleuse, le fusil, la gestion de notre santé et la gestion aussi de nos munitions. C'était quelque chose qui n'était pas encore en place à l'époque. Et là, clairement, il y a deux choses qui vont marquer les gens, puisque ce sera un succès commercial. C'est à la fois la violence du jeu, parce que forcément, c'était la première fois où on avait du sang à l'écran, où il y avait forcément la thématique des nazis et compagnie, et tout ce que ça avait dans l'inconscient collectif à l'époque. Et bien sûr, tout ce travail de nervosité finalement qu'on retrouvait dans le gameplay. Et c'est là aussi, moi je trouve qu'on peut comprendre une chose, c'est que le FPS, il se base à la fois sur des mécaniques, mais aussi dans l'univers dans lequel il est placé. Et c'est ça, on a tendance à l'oublier maintenant, mais le thème des nazis était très fort à l'époque,
et il a beaucoup plus marqué que comme Catacombs 3D ou Overtank. Ah, c'était les méchants parfaits pour les jeux vidéo. C'est ça. C'était vraiment excellent à exploiter. Et après Wolfenstein 3D, jusqu'à la fin des années 90, on a continué de voir des améliorations, et là qui étaient un peu plus disparates. C'est-à-dire qu'on partait de Wolfenstein 3D, et là chacun y est allé de son genre. Et c'est finalement durant ces années 90 que le genre a été ultra popularisé. Tout le monde se jetait dessus, adorait ce genre de jeu. Et on a eu plusieurs choses qui ont évolué. Déjà encore avec ID Software, Doom, qui arrive 2 ans plus tard, C'est ça, après hein. Wolfenstein Doom, 3D. c'est 2 ans plus tard. C'est 2 ans plus Ouais. tard seulement. Et là, on arrive dans les créatures diaboliques, l'enfer, etc., dans un univers de science-fiction, fini les nazis et tout ça. Et on va encore plus loin. Parce que le nouveau moteur de jeu maison, il apporte davantage de choses. Fini les couloirs répétitifs et des niveaux plats. Place à la construction d'un level design qui était au service du gameplay. Et il y avait des étages, chose qui était complètement nouveau à l'époque. Et ça change complètement la manière de construire ces niveaux. Et on était subjugué par tout ça. Il y avait aussi les graphismes. On était beaucoup plus dans quelque chose de spécialisé et beaucoup plus travaillé. Et ça a rendu le tout crédible. Et c'est l'univers de Doom qui va rester. Mais c'est là où on va avoir plusieurs succès qui vont s'enchaîner. Et chacun va y aller un petit peu de son ajout. Notamment, on a Raven Software en 94 avec Heretic, un jeu qui nous place dans la peau d'un elfe et qui voulait se venger du massacre de son peuple. Et ce titre va pas forcément être dans le thème de la guerre, mais dans la fantasy. On va être sur les mêmes éléments qu'un Doom, mais lui, il va intégrer une autre composante, c'est l'inventaire. On va avoir des objets qu'on va pouvoir récupérer. La gestion d'inventaire, l'essence du RPG qui est introduit dans le FPS. Et c'est quelque chose qu'on pourra retrouver un peu plus tard avec les objets sur la carte, etc. Même si on l'avait déjà un petit peu dans Catacombs 3D, par exemple. Ensuite, on avait Duke Nukem 3D, qui est arrivé en 96 et qui propose maintenant un changement majeur, finalement. Plus de visée fixe. Il était temps d'un viseur mobile. Viseur mobile, c'est ça. Et là, c'est assez incroyable c'est la de voir que révolution. c'est la révolution qui apporte l'un des derniers éléments essentiels finalement d'un FPS. Après, on aura aussi tout ce qui est diversification des armes avec Shadow Warrior ou Blood également, qui vont introduire le katana, la dynamite, le bazooka, etc. On va vraiment étendre cette panoplie d'armes. Puis on aura le fameux Quake en 96. Lui, aussi, tout ça. révolution. C'est ça. Là, c'est le feu. C'était un peu l'évolution de Doom quelque part, puisque ça reprenait tous les éléments, la visée mobile et le fait d'avoir également cette nervosité. Puis on a Outlaws en 97 qui lui proposait de varier les armes, mais selon la distance. Donc on prenait pas le même genre de fusil, on prenait pas un pistolet quand on était à longue distance. Il y avait aussi le principe de viser. Et ça, c'était pas encore développé véritablement à l'époque. Et ça va apporter un élément supplémentaire, plus le fait de s'accroupir pour être protégé. Oh, voilà, sérieux, c'est lui. C'est ça. Ça apporte davantage de choses encore au genre. Et il y aura bien sûr Turok en 97 sur Nintendo 64 qui, lui, va participer à la démocratisation du FPS, mais sur console. Sur console, oui. C'est un apport. Grosse dimension plateforme aussi sur Turok. Le FPS, c'est plateforme, c'est mariage compliqué des fois. C'est ça. Et à l'époque, bon, les critiques, quand ils voyaient ça, il y avait le brouillard, tout ça, qui était des techniques pour faire en sorte que la console tienne le coup, mais c'était quand même très apprécié. Et donc, ça va lancer le truc. Alors, Turok en 97, mais il y avait aussi Exhumed qui était présent 1 an plus tôt, qui était aussi sur console. Et c'est les deux jeux qui vont lancer un peu la machine. Et là, on a les mécaniques fondamentales du FPS qui sont en place. Et après, il y aura des ajouts substantiels qui sont propres à des sous-genres ou des licences en particulier. Et c'est là où on arrive, à la fin des années 90, à nos jours, toujours plus de variété. Je veux juste rajouter un petit truc, parce que c'est ma licence préférée. Je vois beaucoup de monde en parler dans le chat, mais oui, Half-Life 98, la première FPS qui a créé et qui a ramené la narration, parce que c'était bien faire pan. Mais là où je rejoins quand même un peu Suri, c'est qu'Half-Life, il apporte rien au FPS en fait. Alors, il apporte des choses aux jeux vidéo, mais en termes de gameplay FPS, Half-Life... justement, quand The Great Review a fait sa dernière story, justement, on a eu ce gros débat, lui et moi, en mode « Ouais, mais tu vois, tu me parles d'innovation dans les FPS, Half-Life, c'est vraiment le marqueur, tu vois, de... Pour moi, il a innové un truc de... Mais c'est là où c'est marrant, parce qu'il y a plein de gens qui vont te dire ça. Il a innové la narration, mais il n'a pas innové dans le FPS. Pour la narration, pas la... Non, le mapping et tout était déjà fait, mais
pour moi, s'il n'y avait pas eu ça, les FPS n'auraient jamais eu l'ampleur qu'ils auraient eu Oui, si ça on par n'était pas contre, je passé suis sur d'accord. cette Je suis d'accord parce D'où le qu'après, fait que pour moi, la grande innovation d'Half-Life, c'est vraiment incorporer de la narration j'avoue que dans un le gameplay qui fait FPS pas peur. narratif, il y a eu un avant à peu près quand même. C'est ça, parce que j'y arrive justement, parce que je fais le distinguo à partir de 97 en fait. C'est-à-dire qu'à partir de 97, on va avoir du développement sur 2 arcs en particulier. Il y a toute cette composante de sous-genres, notamment l'apparition de sous-genres, dont Half-Life fait partie, avec tout ce qui est le FPS narratif. Et ça va aussi donner lieu à des sous-genres de FPS qui vont être, par exemple, Counter-Strike, forcément. Ouais. Le mode Half-Life C'est qui vrai. est devenu, qui fait partie maintenant de la famille des FPS dits tactiques. Ouais. Où maintenant, on intègre des Rainbow Six, par exemple, et qui ont contribué à avoir un genre de FPS beaucoup plus Rainbow lent Six. et plus tourné sur la stratégie et la tenue de ligne. Bandicam. Donc, ne vous inquiétez pas, GoldenEye arrive dans le chat, Ah, ne vous inquiétez yes. pas. Ça arrive bien sûr, je n'allais pas l'oublier quand même. Il y a aussi Diabolitical, Quake et ses itérations tout au long des années finalement qui ont contribué au sous-genre des fast FPS Ouais. qui eux avaient vraiment la nervosité, l'action, le rythme effréné du gameplay. Alors plus Quake bien entendu plutôt que Diabolitical qui reste encore assez récent et qui reprend finalement cette essence de Quake. Il y avait eu aussi Quake Champions il n'y a pas si longtemps. Et il y avait aussi d'autres sous-genres comme Call of Duty et Battlefield qui, eux, vont contribuer au genre du FPS plus historique, basé sur des périodes précises de l'histoire. Alors oui, on en avait déjà avec Un peu Wolfenstein, par exemple. Ouais. Tu vois, mais vraiment dans l'idée d'en retirer l'essence et d'avoir une notion de combat à grande échelle, voire de balistique pour Battlefield, ou alors d'amélioration à prendre en compte pour Call of Duty notamment. Après, il y a les nombreux jeux indés qui peuvent proposer aussi une sorte de réalisme très avancé, comme Battlecry for Freedom, qui lui est sur la guerre de sécession. Et c'est des périodes de l'histoire qui ne sont pas forcément traitées par tous les types de FPS historiques que j'ai pu citer. Et après, il y a les titres plus hybrides qui arrivent maintenant, avec par exemple Valorant, qui mélange un peu les FPS tactiques et qui a aussi des composantes un peu hybrides avec des capacités, etc., qui vont venir dans le lot, un peu les FPS MOBA, qui était un terme qui était un peu barbare, mais utilisé C'est ça. quand Overwatch est sorti notamment. C'est ce que j'appelle la cuisine, moi personnellement. Tu vois, C'est tu ça. nous as cité les bonnes bases, et ensuite après, il y a les gens, La ils, touille. ils mettent les bases et ils cuisinent. Voilà, et ils te ressortent des jeux derrière ça. C'est ça le jeu vidéo aussi, ça la créativité Eh oui. autour du jeu vidéo. Alors Medal of Honor, bien entendu, aussi avant Call of et Battlefield, mais je peux pas vous citer tous les FPS qu'il y a eu dans l'histoire. C'est vrai. Donc ça, c'était Ouais, vraiment parce qu'il y a que ça, hein, en C'est vrai, ça. dans le jeu vidéo maintenant. à partir de 97. Donc c'était un des axes qui s'est développé, c'est l'apparition de sous-genres du FPS, et il y a aussi tout le segment multijoueur. Et oui. Et là, forcément, tout ce qui est GoldenEye et compagnie, il y avait tout ce qu'il fallait. Il y avait Quake déjà en 96 qui avait proposé un mode multijoueur où on pouvait être jusqu'à 16 joueurs dans un serveur. Et il y a le fameux GoldenEye, la confrontation entre plusieurs joueurs avec les écrans splittés. Et tout ça, en fait, tout ce segment multijoueur, il va avoir un espèce de combo assez incroyable parce que ça va se coupler avec la démocratisation d'Internet. Donc les gens vont avoir beaucoup plus de facilité à jouer les uns contre les autres via du multijoueur et ça va donner un nouvel élan au FPS parce qu'au bout d'un moment, donc on raconte des histoires, etc. Oui. Mais il y avait toute une composante supplémentaire de compétition, de rejouabilité et c'était un terreau fertile pour les compétitions qui vont naître à cette époque, De ouf. notamment avec les dimensions qu'on connaît aujourd'hui, notamment en e-sport. Et c'est donc ces deux segments, ces deux axes que moi j'ai identifiés à partir de 97. Le segment Oh là multijoueur et l'apparition de sous-genres qui font qu'aujourd'hui, on peut se demander, ce sera un peu l'ouverture et on en parlait tout à l'heure, Ah, le mec en haut à gauche, il est là. Ah, il est les coups de savate là, Il est là. hein. les bonnes coups de savate, mais c'est surtout aujourd'hui de savoir comment va évoluer le FPS dans la prochaine décennie parce qu'on est dans un contexte où Call of Duty va sauter une année, il va sauter l'année 2023. Battlefield 2042 a été un échec cuisant C'est vrai. et Oui. on a des hybrides qui pop à droite à gauche. Alors est-ce que par exemple l'avenir du FPS c'est comme ce qu'on a avec EVA où on est avec un backpack carrément avec le casque de VR ou est-ce que c'est peut-être un renouvellement du genre par ses mécaniques fondamentales? C'est la question qu'on peut se poser. C'est tout à fait la question qu'on peut se poser en passant par le Battle Royale ou encore les FPS sont peut-être encore plus massifs au niveau du multijoueur. Je ne sais pas. En tout cas, on a un peu de temps. À votre avis, l'avenir du FPS, là où on arrive peut-être à une saturation de la part du public qui commence à dire non à certains genres et qui fonctionnaient bien mais qui se renouvellent peu. Ça passerait par quoi pour toi, Lox À part ce dont les joueurs ont envie. Ils ont envie de quoi, les joueurs? Bah justement, c'est là la question. Est-ce que on a envie de, comme tu le disais, avec ce côté VR, typiquement je joue à Pavlov, oui effectivement, j'ai quand même un côté très satisfaisant quand j'attrape ma grenade et que je la jette. Je le fais vraiment.
Bah oui, bah oui, c'est Pavlov. Tu joues à CS et pour le coup, tu es obligé de talkie. Tu Bah attrapes oui. ton talkie, tu Ouais. appuies dessus. Donc, est-ce qu'on a besoin d'aller plus de temps La vers VR, du ça a innové réalisme? quand même pas mal. Hein. Ah, de dingue. Bah, tu prends un Virtuix Omix où tu De as ouf. ton gilet, tu ressens les trucs, tu cours, tu C'est te baisses, tu Pas sautes. très- ça reste pas très Tu accessible. sautes en fait. Donc, J'aimerais tellement c'est. essayer. Ouais. C'est 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 quand rigolo, même hein. assez Ouais. fort. Donc moi, par exemple, je suis très partisane de ça. Maintenant, il y a aussi, bah, comme on a pu le voir, hein, les nouvelles formules avec des Battle Royale, entre autres. Mm. Donc après, ça va vraiment voir bah, là où ça prendra le plus, là où les joueurs auront envie. Maintenant, tous les joueurs ne sont pas d'accord. Il y en a, ils vont vomir en VR. Il y en a, ils vont kiffer. Il y en a, ils vont kiffer Fortnite. Bah non, c'est pas un FPS parce qu'on a la troisième personne. Donc, tu vois, genre, donc chacun va y voir un petit peu comme son truc. Mais ce qui fonctionnera, c'est ce que les gens ont vraiment envie de faire. Évidemment, tu sais, KO, vers quoi pourrait aller le FPS, hein, selon toi? Vers la disparition, peut-être? Tu veux le voir disparaître, le genre? J'aimerais voir un jeu auquel j'ai envie de m'investir à 100% hein, dans le un FPS comme ça, ce serait bien. Mais ouais, parce que non mais en vrai, je suis pas très partisane des Elle a fait FPS. juste un bon. Mais ouais, j'aimerais bien un jeu. Enfin, j'ai beaucoup joué à PUBG en première personne. J'ai beaucoup aimé, etc. Mais j'aimerais bien retrouver un jeu dans le même style, c'est-à-dire BR première personne, mais qui me plaît quoi. Merci Des beaucoup. mécaniques cool quoi. Bah oui, de ouf. Merci beaucoup, Suri, en tout Suri, cas, pour c'était très ce bien. dossier d'évolution. C'était très très bien. En effet, on verra ce que le public, évidemment, choisira. Mais souvent, vous savez, le public ne peut pas vraiment savoir ce qui est bon pour un genre. Il faut apporter l'innovation et c'est à partir de là qu'ils adhèrent et que les genres évoluent, en effet. Comme de nombreux jeux ont fait évoluer le genre du FPS, stagnant, c'est vrai, aujourd'hui, au travers les âges. En tout cas, joyeux anniversaire Wolfenstein et merci à toutes et à tous de nous avoir suivis dans ce Lunch Play. Merci Suri, merci Kao, merci Lynx. Merci à toi, Ken. Merci à vous. Si aujourd'hui, on se retrouve juste après avec Mythique et Mangassure à 16h30 où on reviendra sur l'annonce suite d'Initial D au cinéma et sur One Piece 101 dans le métro. Incroyable. Ça tout à l'heure.